I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Amis cinéphiles, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Cinema Show, votre rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis de 19h à 20h30 en direct sur Twitch, sur le 102.2 FM mais aussi sur YouTube, Deezer et Spotify. Et je sais quelles questions vous allez me poser. Ce soir, c'est une spéciale quoi ? Alors on a eu la spéciale Simpson, la spéciale Complot, la spéciale Cinémed, la spéciale Catch, la spéciale Banane et même la spéciale Fatigue la semaine dernière. Cette fois-ci, rien. Alors oui, on a aussi eu la spéciale rien, c'est vrai, mais ce soir, c'est même pas une spéciale, c'est juste rien. C'est rien parce que c'est la fin de l'année, parce qu'il fait froid et qu'il pleut sans cesse, parce que vous avez claqué toute votre prime de Noël dans un coffret Scorpio pour votre petit cousin que vous ne supportez pas. Quelle prime de Noël ? Et parce que... Ouais, c'est vrai, quelle prime de Noël. Et parce que... et parce que le nouvel an nous rappelle sans cesse qu'une année de plus est passée sans avoir accompli quoi que ce soit, et que ça nous rappelle juste qu'on se rapproche inexorablement d'une mort lente et certaine. Alors on est déjà en train de mourir. Je crois que j'ai oublié un truc aussi dans l'introduction. Ah oui, c'est clair. Joyeuse fête. Voilà. Quoi de mieux donc pour finir l'année que d'être accompagné par ma douce et mélodieuse voix aussi agréable à entendre qu'une craie grissant sur un tableau noir. Voilà. Pour vous présenter les chroniqueurs de ce soir, on va faire un concours et élire la personne ayant entendu la pire dinguerie à table durant un repas de fête de famille. Tonton beauf, mamie fan de Sarko, frère misogyne, cousin homophobe, régalons-nous, Hugo. Mais moi ça va, c'est assez calme, hein, je me rends compte à chaque fois. Pas de déclaration d'un membre de la famille problématique Non, si, alors une fois il y en a un qui a dit qu'il aimait pas la Ligo, mais je pense qu'on l'a plus jamais revu. Mais... Ah ouais, non, ça par contre c'est vraiment une hot take de fou, effectivement. Jonathan ? Mais tu me prends de court là, j'ai pas de tonton raciste. Quel dommage. Alors ça veut dire que c'est toi le tonton raciste. Non, je suis tonton mais je ne suis pas raciste. Ça m'étonne même pas de lui. Naomi ? Mais pareil, c'est terrible, mais moi dans ma famille on s'aime tous, c'est des discussions qui sont ok quoi. Ouais, j'irai peut-être pas jusque là non plus. Mais... Et Marie ? Moi j'ai ma tante qui un jour m'a demandé si je couchais le premier soir. Ah waouh. Non, j'avoue que quand même là. De malaise. Bon, bah visiblement, hormis Marie, que zéro des contexte d'ailleurs, hein, je vous le dis. Nickel. Hormis Marie, que des familles de gauchistes. Et toi Maxime, parce que toi, je me doute qu'il y a de. Tu couches le premier soir, Maxime? Alors, je vais y répondre pendant 1h30. Non, moi j'ai pas de problème avec ma famille. Enfin, nous, on se contente juste de bouffer, en fait. Il y a pas. C'est bien. Hein. C'est joyeux, voilà. Hein. C'est déjà bien. Ouais. Il y a des familles qui mangent même pas à Noël, donc c'est bien quand même. En régie pour nous accompagner ce soir, on a ce duo inséparable qui est Yanis au son et Lucas à l'image, sans qui cette émission ne serait pas possible. Yanis, un petit jingle la régie pour cette fin d'année? Ouais, une seconde. Et il est pris de court. Prends tout le monde de court là. Nouveau meublé, donc le meuble, donc, allez. Elle m'a aussi demandé si je couchais le deuxième soir. Ah yes. Non. Merci. Ouais, le jingle la régie magnifique. Alors intro déprimante, présentation problématique, bruitage douteux. On est fin prêt pour clôturer cette année 2025. Ce soir, on a 3 films au programme dans notre partie débat. On a Résurrection de Bigan, on a Love Me Tender d'Anna Cazenave-Cambet et on a Animal Totem de Benoît Delépine. En plus de ces 3 films, nous aurons également au programme une petite interview de Lison Flèche et Silver Perrier, 2 membres de l'équipe ayant réalisé le court-métrage Et pour quelques gorgées de plus, dans le cadre du 48 heures chez Polva, qui s'était déroulé la semaine dernière. Et vu que c'est la fin d'année, on va davantage vous gâter en vous proposant une autre interview, celle de la réalisatrice Alice Vial, ainsi que des acteurs Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen, pour nous parler du film L'âme idéale, projeté au Cinémed en octobre et qui est tout juste sorti en salle ce mercredi. Le programme habituel sera évidemment de la partie avec les news, le quiz, les recos, mais on commence sans plus tarder par les news présentés ce soir par Hugo. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Avant de commencer le mercato, je crois que tu voulais faire un petit mea culpa.
Et oui, tout à fait, je vous évoquais dans le mercato de la semaine dernière le processus de casting de Man of Tomorrow, en évoquant notamment que Clive Bang, Sam Rockwell ou encore Matt Smith pourraient incarner l'antagoniste dans le film. Cependant, cette semaine, James Gunn a démenti ces rumeurs pourtant reprises par plusieurs sites spécialisés, donc par honnêteté intellectuelle, je tenais à vous en informer. Mais du coup, maintenant tu vas nous dire des trucs vrais, j'espère. Oui, effectivement, et on commence avec une confirmation qu'on n'entendait qu'un peu plus tard, mais c'est officiel. Une nouvelle suite de 28 ans plus tard est en préparation. Selon Deadline, Sony Pictures aurait été très emballé par les retours des projections tests du prochain opus, Le Temple des Morts, réalisé par Nia DaCosta et prévu pour janvier. Ces réactions les ont donc poussés à précipiter la mise en chantier du 3e film de la saga, toujours avec Alex Garland au scénario. Côté mise en scène, si Danny Boyle avait dit en juin dernier qu'il devrait le réaliser, cela n'a pas été confirmé. Le film devrait également marquer le grand retour de Cillian Murphy dans la saga après une petite apparition déjà annoncée pour le 2e opus. Aucune date de sortie pour le moment, puisque le film est toujours en cours d'écriture, mais ça devrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Et un personnage Disney devrait aussi être de retour dans les prochaines années. Tout à fait, Deadline a récemment révélé cette semaine qu'après Maléfique, Cruella ou encore Scar, un nouvel antagoniste de chez Disney devrait avoir un film sur son histoire. Ce personnage n'est nul autre que Gaston, l'antagoniste de La Belle et la Bête en 91. Si vous êtes perspicace, vous devriez vous rappeler que Disney nous avait déjà servi un horrible remake live-action de ce classique en 2017, avec Emma Watson et Dan Stevens dans les rôles titres, mais aussi Luke Evans dans le rôle de Gaston. Et visiblement, il devrait pas être de retour, puisqu'il devrait s'agir d'une nouvelle version du personnage qui devrait inclure des éléments de KPDP. A priori, le scénario devrait être écrit par Dave Callaham, et c'est clairement pas un indice clair sur la qualité potentielle du film, puisque dans son CV, on trouve certes Spider-Man Across the Spider-Verse, Shang-Chi ou encore le Godzilla de Gareth Edwards, mais aussi Expendables, Wonder Woman 1984 et le Dune de 2005. Donc c'est un peu la roulette russe. Le mercato, c'est pas seulement des projets annoncés, mais aussi des projets annulés. Malheureusement, oui, souvenez-vous, nous sommes en 2020, cette époque lointaine où sortir dehors était considéré comme un acte de terrorisme. Tom Cruise a annoncé alors en grande pompe qu'il travaille avec Doug Liman, le réalisateur d'Edge of Tomorrow, sur le premier film tourné dans l'espace. L'acteur et le réalisateur devaient alors monter à bord d'une fusée SpaceX direction le vide intersidéral pour cette nouvelle lubie des grandeurs de la star de Mission Impossible. Pendant 5 ans, ce projet donnait peu de nouvelles, jusqu'à récemment où Page Six nous a appris qu'il avait été annulé. Si plusieurs raisons ont été invoquées, notamment le scénario qui bloquait ou des problèmes d'assurance et de faisabilité, la raison principale de cette annulation se nommerait Donald Trump. En effet, la production de ce projet titanesque aurait demandé la coopération et la coordination de SpaceX et de la NASA, et donc l'accord du gouvernement fédéral américain. L'acteur et producteur a refusé de demander cette faveur à Trump, apparemment pour des raisons politiques. Comme quoi on peut être misogyne et membre d'une secte et quand même tester les fascistes. Rassurez-vous pour autant, l'acteur n'est pas en manque de projets. Le prochain sera d'ailleurs le nouveau film d'Alejandro Iñárritu et sortira en septembre prochain. Et avant de refermer ce mercato, des nouvelles du feuilleton du moment. Quelques-unes oui, puisqu'on sait désormais que le conseil d'administration de Warner Bros a refusé la faramineuse offre de 108 milliards de dollars proposée par Paramount pour son rachat. Il juge l'offre de Netflix plus intéressante et plus rentable pour la société, et surtout, l'offre de Paramount ne contiendrait apparemment pas assez de garanties pour les actionnaires. Affaire à suivre donc. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces projets ? Maxime, tu nous avais pas dit que tu préparais l'opus de Gaston ? Je suis hyper émue. C'est vrai que Maxime sait Gaston. Je devais pas le dire parce que j'avais une clause de confidentialité pour le live action, mais effectivement c'est moi qui le joue tout à fait. Mais je suis hyper émue. D'ailleurs ça s'est joué entre toi et Henry Cavill, je crois. Ouais, ça s'est joué entre moi et Henry Cavill, ouais. Le charisme a fait que... Alors, sachez que dans les phases de casting, je suis passé juste après Pascal Pro aussi. Ah ouais. Et il a pas été pris malheureusement. Ouais, mais okay. Non, mais question de charisme aussi. Et dispo, je pense. Question de charisme, ils m'ont pris moi, donc bon, ils ont fait le mauvais choix. Mais par contre, je suis un peu déçu parce que j'avoue que la news du film tourné dans l'espace, j'avoue, ça aurait été drôle à voir. Mais ça drôle, je sais pas. Drôle, je sais pas, mais je pense qu'il serait certainement mort dans sa fusée SpaceX. Oui, bien. Et puis même... Elles explosent une fois sur deux. Alors. Oui, c'est vrai. Écologiquement parlant, ça aurait été une catastrophe. Enfin, ouais, mais quand même, un film dans l'espace. Et puis même, est-ce que nos caméras sont prêtes à filmer dans l'espace aussi ? Est-ce qu'on en a besoin dans nos vies ? Oui, c'est ça. On sait très bien faire l'espace en studio. Remarque, Marie. Nolan, il a bien fait Interstellar dans l'espace avec sa caméra IMAX. Oui, mais il est pas vraiment allé dans l'espace, Maxime. Ouais, c'est comme les gens, ils meurent pas vraiment dans les films. Sinon, 28 ans plus tard, ça nous chauffe. Oui, alors moi j'ai une question. Est-ce qu'il y aura Aaron Taylor Johnson Juste comme ça pour savoir. Alors on peut pas savoir tant qu'on n'a pas vu le 2, mais on peut supposer probablement. S'il meurt pas, oui.
Oui, voilà. Merci Maxime d'expliciter ce que j'avais dit de manière subtile. Je peux juste revenir sur le choix de Gaston pour un film Disney d'antagoniste, parce que de tous les antagonistes possibles à choisir, je pense que Gaston était le pire choix possible. Ouais, c'est pas l'un des antagonistes qui on revient tout de suite quand on pense antagoniste Disney. C'est un archétype de la masculinité toxique, c'est un archétype du patriarcat. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire sur lui à part c'est de la merde, c'est une grosse merde. Justement jouer sur ça pour. Mais c'est mon problème. J'ai peur qu'il le rende attendrissant, alors que juste il est censé. Enfin, regardez s'ils ont fait Ascar avec Mufasa. Je l'ai pas vu, je t'avoue, mais en plus, ils n'étaient pas partis dans l'optique à la base d'arrêter les live-action Disney. Non, et mais finalement, après, il y a eu le Stitch et ça a cartonné. C'est 1 milliard sur le Stitch, ça change tout. Hein. Ça change une vie. Moi, j'avoue que ça fait des années que j'attends un live-action sur le méchant de la princesse Grenouille. Parce que oui, je trouve que bien c'est le meilleur de tout Disney. Non, parce qu'attends, ils vont faire avant, je pense, le remake live de La Princesse et la Grenouille. Et oui, c'est vrai, il n'y a pas encore eu ça. Mais ce qui s'était dit fut un temps, c'était que le remake de Hercule devait être centré sur Hadès et qu'au final, cette idée, ils l'ont abandonné, alors que Hadès, quand même, en termes de charisme, c'est un personnage qui se pose largement. Oui, bien sûr. Donc bon, Disney, c'est mauvais choix, on a l'habitude. On va suivre ses projets dans les prochaines semaines. Le cinéma français réaffirme son soutien au CNC. Dans une tribune publiée cette semaine dans Le Monde, plusieurs représentants de la Société des réalisateurs de films et de la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs ont réaffirmé leur soutien au CNC après les multiples sorties médiatiques du monde du parti Nazgul, du parti Nazgul français, aussi connu sous le nom de Rassemblement National. Évidemment, est-il utile de rappeler l'évidence ? Apparemment oui, puisque certains n'écoutent toujours pas. Alors rappelons d'abord que le CNC est indépendant du budget de l'État, que non, il n'est pas financé par vos impôts, mais par des taxes prélevées à la source sur les biens culturels liés à cette industrie, comme les places de cinéma, les abonnements aux plateformes, les films au format physique ou encore les recettes publicitaires. Et puisque certains ne connaissent que le langage des chiffres, la tribune rappelle bien que seul 1% des films financés rassemblent moins de 20 000 spectateurs et que ceci ne représente que 5% des dépenses du CNC. Rappelons aussi que le CNC ne protège pas que nos films, mais aussi nos salles plus indépendantes, nos distributeurs, nos éditeurs de films, bref, tout un écosystème favorisant l'émergence de nouvelles voix de nouveaux auteurs. Grâce à lui, des films comme Anatomie d'une chute, Titane ou Meteors peuvent coexister avec Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez ou L'Amour ouf. En bref, et comme le rappelle la tribune, défendre le CNC, c'est défendre la souveraineté culturelle de la France, l'excellence de son cinéma et la possibilité pour chacun de continuer à choisir librement les histoires qu'il veut voir. J'ajouterai à cette jolie phrase un hommage au Berrurier Noir. Le cinéma français emmerde le Rassemblement National. Ouais. Je pense qu'on partage tous le même avis là-dessus, alors je propose juste d'insulter gratuitement l'extrême droite. Alors tu vas avoir des petits problèmes, parce que la dernière fois que j'ai parlé justement... on va se prendre des menaces de mort sur les shorts YouTube. J'ai eu des petites menaces de mort, parce qu'apparemment sortir des arguments sensés et demander en retour des arguments sensés, ça ne marche pas. Ça ne marche mais pas. Juste, dans quelle société on vit pour que des politiques qui gouvernent notre pays ne soient pas au courant de comment fonctionne ce pays ? On vit dans une société. Ah non, mais alors c'est pas une question de pas savoir, c'est juste une question de censure et de combat idéologique. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont pas bêtes, ils savent très bien ce que pèse l'industrie du cinéma et l'industrie de la culture. Leur objectif, c'est juste de la mettre à terre, parce que si tu mets à terre l'industrie culturelle, tu mets à terre aussi les idées qu'ils véhiculent, qui sont évidemment contre ce que propose le Rassemblement National. Et donc ils auront utiliser tous les arguments malhonnêtes de c'est là pour financer des films de migrants, etc. La réalité est tout autre. Et donc, quand bien même ça ferait que ça. Non, mais c'est pas. Je dis pas ça comme un problème. C'est l'argument qu'ils utilisent. Mais le fait est que, comment dire, la réalité est bien loin de ce qu'ils disent. Ouais, et puis ça brasse pas autant d'argent que ça, parce que y a Simon qui me le rappelait justement dans l'oreillette tout à l'heure, mais la part d'un ticket de cinéma qui est reversé au CNC, c'est 10,72%. Oui, c'est et d'autant plus que on n'a pas les tickets des cinémas plus chers que dans les autres pays. Et donc ça veut dire que c'est un écosystème qui fonctionne et qui s'autofinance sans que ça coûte plus aux contribuables, et ça ne coûte rien aux contribuables, parce qu'on l'a dit, c'est une taxe et ce sont des financements privés. Donc non, le cinéma français n'est pas payé avec vos impôts. On a juste le meilleur moyen de financer le cinéma dans le monde entier, et il y a des gens qui veulent nous le sucrer. Voilà. La Corée du Sud a copié notre système, et regardez le nombre de séries, le nombre de films ils ont vraiment explosé, qui sortent de la Corée du Sud, c'est astronomique. Donc ça fait partie du soft power et ça fait vivre des gens. Et puisque Dame redemande, il y a bien une taxe sur les achats physiques. Quand on achète un DVD, qu'on achète un film en VOD, qu'on prend un abonnement à Netflix, il y a une part qui vient au CNC aussi, c'est un accord. C'est notamment cet accord qui a permis de baisser la chronologie des médias pour Netflix. Mais dans tous les cas, moi je suis très content quand on se fait entre guillemets insulter, parce que c'est pas des insultes quand même, mais quand on dit qu'on est des communistes. Ah, j'allais la dire. C'est trop bien ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Et je voulais rajouter un truc, mais j'ai oublié, donc tant pis. On emmerde les fachos. Oui, voilà. On emmerde les fachos.
David Lynch, Bertrand Blier, Gene Hackman, Val Kilmer, Robert Redford, Diane Keaton, la liste s'allonge. 2025 ne finira donc jamais de nous prendre nos artistes. Cette semaine, ce sont donc 2 noms du cinéma qui viennent de nous quitter. D'abord Peter Green, acteur que vous aurez pu voir dans moult films cultes, The Mask, Pulp Fiction, Usual Suspects, ou encore un film nommé A Porn Star is Born. J'avais envie de le caler. Ça existe. L'acteur nous a quittés à 60 ans le 12 décembre dernier. Rappelons que sa dernière apparition se fera dans un film plutôt confidentiel, Clica, réalisé par un dénommé Michael Green, mais les deux n'ont aucun lien, actuellement prévu pour 2026. Mais c'est un autre décès qui a retourné Hollywood cette semaine. Spinal Tap, Misery, Stand By Me, Princess Bride et aussi Quand Harry rencontre Sally, la carrière de Rob Reiner aurait été des plus éclectiques. Le réalisateur de 78 ans et sa femme Michelle ont tous les deux été frappés d'un terrible drame ce dimanche. Les deux ont été retrouvés morts dans l'après-midi par leur fille Romy. L'autre drame dans le drame, sans trop rentrer dans le people, on n'est pas là pour ça, c'est que le couple a visiblement succombé à des blessures par arme blanche. Une enquête pour homicide a été ouverte et le principal suspect n'est une autre que leur fils Nick, âgé de 32 ans. Celui-ci a été inculpé. Au-delà de sa magnifique carrière cinématographique, Rob Reiner était aussi quelqu'un de très apprécié à Hollywood. Plusieurs célébrités lui ont rendu hommage, Katie Bates, Christopher Gates, Jamie Lee Curtis, Carrie Elwes ou encore Stephen King. Désormais, la scène de Stand By Me où les 4 enfants découvraient le cadavre de leur camarade aura un tout autre sens. Est-ce que ces décès vous ont marqué ? Oui, quand même, ouais. Ouais, Rob Reiner, bon après c'est vrai que sa carrière est longue, mais sa période des années 80-90, comme tu l'as dit, avec Quand Harry rencontre Sally et Stand By Me notamment, c'est des films qui ont marqué des générations, qui ont marqué des époques, qui sont aussi devenus cultes et qui se sont inscrits dans la culture populaire. Donc ouais, ça fait quelque chose, effectivement. J'ai vu pour la première fois Quand Harry rencontre Sally en salle à Paris il y a quelques semaines. J'ai mis un 10, ça m'a bouleversée. J'ai adoré ce film. D'apprendre que j'ai découvert ce film il y a très peu de temps et la mort de Rob Reiner, c'était terrible. Tu connais l'anecdote sur la fin ? Alors, je ne l'ai pas vu, donc bon. si on pouvait éviter de spoiler, sachez que la rencontre entre Michel et son mari a poussé Rob Reiner à changer la fin du film. Voilà. Bah, et puis ce qui me fait rendre triste aussi, c'est qu'il a eu le temps de sortir un film en septembre dernier. C'était une suite de Spinal Tap et c'est probablement un des plus gros fours de l'année. Il est sorti aux États-Unis dans une indifférence totale et tout le monde s'en fout. Et puis c'est dramatique ce qui s'est passé. Oui, c'est terrible. Et Peter Green, The Mask aussi. Revenons sur Peter Green un peu, je l'adore. Bah écoutez, on souhaite de condoléances à toutes ces familles. Et pour terminer sur une bonne nouvelle, l'animation montpelliéraine brille à l'international. Ces derniers jours, une publicité animée commandée par le géant de la distribution Intermarché à l'occasion des fêtes a fait le tour du monde. Elle met en scène un loup changeant de régime alimentaire et devenant végétarien afin d'être mieux inclus dans la société des animaux de la forêt, sur l'air de la chanson Le Mal-Aimé de Claude François. Plusieurs internautes ont salué la qualité de cette publicité à l'heure où plusieurs grosses entreprises ont sombré dans la facilité en ayant recours à l'intelligence artificielle. Cette publicité est en fait une création de Illogic Studio, un studio d'animation basé à Montpellier, qui après Soundfall Interactive et leur victoire au Game Award, prouve le talent hérotais indiscutable dans les domaines de l'animation et du jeu vidéo. Notre très très estimé maire, Mickaël Delafosse, a d'ailleurs réagi dans un communiqué, dont voici un extrait. C'est une grande fierté pour Montpellier, une reconnaissance éclatante et la démonstration que la France est un pays de créativité et d'innovation qu'il convient de soutenir et de développer sans cesse. Le soutien à cette filière à la fois porteuse d'un potentiel économique majeur et d'une influence culturelle déterminante constitue un enjeu permanent pour la métropole de Montpellier. Bon, évidemment, c'est une publicité à but ultra lucratif, donc Intermarché s'est empressé. T'as oublié l'inauguration du tram le 20. Et oui. Et de la place de la Pref et du tunnel de la Com. Et oui, bien sûr. Et on rappelle que le tram est au même niveau, bien sûr, que cette publicité. Bah, bien sûr. Évidemment, c'est une publicité à but ultra lucratif, donc Intermarché s'est empressé de commercialiser une peluche à l'effigie du loup. Mais ce succès fera aussi le bonheur d'Illogic, qui a pu se démarquer et qui rêve apparemment déjà de longs métrages. Alors, est-ce que vous avez apprécié cette petite publicité, vous ? Alors, moi, oui, surtout quand, il y a vraiment pas longtemps, Carrefour nous faisait des super pubs en IA pour le Black Friday qui étaient affreuses, mais vraiment affreuses. Je pouvais pas regarder une vidéo YouTube. Il y avait Coca YouTube. aussi qui avait fait de la polémique. Et il y avait les Galeries Lafayette aussi. Enfin, c'était une catastrophe, vraiment beaucoup de pubs en IA. Alors, j'avoue que Intermarché, sachant que oui, ça leur a pris 1 an à faire. Oui, 1 an, ouais. C'est super, quoi. Enfin... Il faut quand même reconnaître ça à Intermarché. Il y a Simon justement qui disait que les peluches pour le coup, alors ils étaient censés commencer à les faire et au fait ils ont arrêté parce qu'ils voulaient favoriser le Made in France pour faire les peluches en l'occurrence. Mais c'est drôle au fait parce que vraiment tu les vois des gens qui sont engagés du coup en favorisant des animateurs plutôt que de l'IA etc. qui ont des positions un petit peu engagées et derrière actuellement ils sont dans une grosse sauce parce qu'ils veulent racheter Carrefour et Auchan oui pardon et foutre la merde au niveau des emplois. Ouais non pardon c'est mon boulot.
Mais il faut quand même faire attention, voir si dans la durée ils vont continuer sur cette lignée, enfin sur cette lancée, parce que faudrait. Alors je vais faire un mot, mais il faudrait pas que ça soit du artist washing ou quelque chose comme ça qui ressemble au greenwashing ou tout ça, où ils profitent de la vague d'anti-IA pour faire vendre quoi. Ça va leur coûter cher de toute façon. En tout cas, en fait, ça coûte cher de faire ce genre de pub, donc je sais pas si ça serait très rentable pour eux de faire ça. Est-ce qu'on en parle aussi de Delafosse qui justement veut surfer sur ce truc, ouais Montpellier c'est trop bien en ce moment, on parle plein de nous etc, et qui dans son post Instagram au lieu de parler de Game Awards a mis Grammy Awards pour parler justement de Clair Obscur Expédition 33, et du coup tout le monde lui a fait la remarque, il s'est pris un bad buzz monumental sur internet. Mais qui gère sa communication je crois que c'est lui. Simon dit qu'apparemment c'est vraiment lui. C'est pour ça que c'est de la merde. Si vous allez voir son compte Instagram, vous voyez qu'il le fait tout seul, c'est sûr. C'est pour ça aussi. Il y a une vidéo de triomphe. Il y a une vidéo de lui où on le voit en train de courir et derrière lui il y a le tram de la ligne 5. Regardez sur qui je tombe. Elle est à mourir de rire cette vidéo. Moi je tombe dessus tous les jours. Moi aussi. Enfin bref, écoutez, on espère que la publicité ira un peu plus par là dans les prochaines années. Ah ouais d'accord, il y a Simon qui dit qu'apparemment quand il faisait ça c'était uniquement pour vérifier les travaux. C'est pour ça qu'il courait. T'as prévu de passer à autre chose? Ouais, on va passer à autre chose, mais on parlera de Delafosse je pense plus tard dans l'année avec les élections municipales. L'année prochaine quoi. Ouais. Ça arrive très vite, dans 3 mois malheureusement. Écoute, merci beaucoup Hugo pour ce flash d'information. Avant de commencer notre partie débat, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe des Totally Spies pour nous parler de leur film réalisé dans le cadre des 48 heures. Ok, alors on va faire l'interview comme ça parce que Marie a un petit problème de dos. Donc on préserve la santé. T'es obligé de balancer comme ça en direct. Mais ouais, mais faut le dire quand même. Je me suis coincé le dos, ok. Tout va bien, je vais me lever. On préserve la santé. Je suis levé. On préserve la santé de nos chroniqueurs et chroniqueuses un peu âgés, voilà. Enfin, expérimentés, pardon, c'est comme ça qu'on dit. T'inquiète, Marie, ils ont suspendu la réforme de la retraite. Tu veux qu'on parle de toi? Donc bon, après cette superbe introduction, bonjour Lison, bonjour Silver. Comment ça va? Au top. Ouais, ça va. Vous êtes en forme? Ok, pas trop stressé? Ça va. Non, je n'arrive pas à savoir si je parle fort ou pas. Non, t'inquiète pas, on t'entend très bien, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez participé à la dernière édition du 48 heures chez Paul Vac, c'est tenu la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quoi ça consiste un 48 heures? C'est faire un film en 48 heures. Il y avait quelques contraintes. On avait, je crois, nous, du coup, on a eu western. Et il y avait des contraintes du style... Il y avait quoi? Il y avait une phrase qu'on était obligé de mettre. La phrase. Il y avait aussi un temps, il fallait que ce soit en automne. Ouais. Et un prénom, Sydney. Et du coup, la phrase, du coup, vous en avez parlé, c'était laquelle? L'important c'est l'essentiel. Ouais, l'important c'est l'essentiel et c'est ça le principal. Elle est horrible cette phrase à caser. Alors parmi les contraintes qu'on vous avez imposées, justement, vous avez dû réaliser un court-métrage reprenant le genre du western. Est-ce que c'était facile pour vous de faire un film de western? Franchement, vu qu'on est vraiment parti sur un truc second degré, je pense que ça allait. Mais heureusement, parce que sinon, on devait faire un truc western, sachant qu'on devait... il y avait aussi la contrainte d'ajouter un casque et tout, audio. Enfin, c'était un peu une galère et du coup, on s'est dit dès le début, on part sur un truc second degré et puis... Je pense que c'est ce qui a fait que ça s'est passé, quoi. En vrai, je vais être honnête, mais j'ai pas trop regardé de western. Du coup, on a vraiment été caricatural au max. C'est pour ça qu'on a réussi à bien rentrer dans le genre. C'est justement là où j'allais en venir. Est-ce que vous aviez éventuellement des références cinématographiques dont vous avez tiré profit pour ce court-métrage, que ce soit du western ou non d'ailleurs? En vrai, référence, on a des noms, du coup, parce qu'en vrai, on est en cinéma, nous, en études. Du coup, on avait Le Bon, la Beauté, le Truand. Il était une fois dans l'Ouest, je crois. Tout ce qui est la trilogie du dollar, tout ça. Mais on les a pas forcément tous regardés. Et est-ce que vous aviez éventuellement d'autres références cinématographiques hors western peut-être, où vous avez évoqué des films lors de la construction du scénario? Même pas? Franchement, je pense même pas. Je pense qu'on est vraiment... Enfin, j'imagine qu'inconsciemment, on était forcément influencés par des films, etc. Mais franchement, je pense qu'on était juste dans un état second. On sortait un peu des partiels. Enfin, on était en plein milieu des partiels. On était en mode... On est les second degrés au max. Et... juste on se lâche et je pense que c'était vraiment juste des idées comme ça qui venaient s'entasser sur s'entasser. En fait, c'est que des conneries quoi dans
dans le court-métrage. Mais c'est super au final. Donc, Ok. Alors, le western, c'est quand même un genre qui est très codifié, qui est très reconnaissable. Du coup, vous vouliez clairement vous inspirer de ça ou vous vouliez aller plus loin, justement, vous parler de faire un truc très caricatural, très axé sur l'humour? Moi, c'était vraiment humour au max de A à Z. Parce que même le western, je trouve, c'est un peu un truc qui est souvent ultra masculin, très... franchement, moi, les westerns que je connais, je trouve ça presque un peu ridicule dans leur représentation, etc. Et du coup, c'était vraiment ce truc de, comme dit, second degré, humour au max, et voilà, quoi. Et alors, comment est-ce que vous êtes organisé durant le week-end pour l'écriture, le tournage, le montage? Comment est-ce que ça s'est fait? Vous avez du matériel peut-être aussi à disposition ou pas? On s'est vraiment retrouvé à la BU pour écrire le soir même. Et on a vraiment écrit jusqu'à longtemps, on était fatigués. Et après, le lendemain, c'était un peu les péripéties. Donc déjà, il y en a plein qui sont arrivés en retard. Il y avait plus de soleil. On avait le matos, mais il arrivait 1 heure après parce qu'il y a quelqu'un qui arrivait 1 heure après. Mais on a réussi à trouver du bon matos parce que du coup, on connaissait des gens qui connaissaient des gens. Du coup, on a réussi à avoir tout ce qui est micro, enregistrement pour le son. Donc on avait un Zoom. Je sais plus c'est lequel, mais on avait un Zoom, quoi. Et pour le montage, en l'occurrence? Pour le montage, là, on est vraiment allé chez moi. On était tous entassés dans mon petit appart et avec un petit écran branché en HDMI sur mon Mac. Et puis voilà, quoi, c'est passé, franchement. Et petite question personnelle aussi, éventuellement. Pourquoi les Totally Spies? Pourquoi ce nom? Perso, j'avais voté pour les Spice Girls parce que c'était plus fun d'être dans un groupe majoritairement masculin et d'avoir girls dans le nom. Moi, je trouvais ça plus fun. Mais après, la majorité a voté Totally Spies. Ok. Et est-ce qu'on peut visionner votre film quelque part ou éventuellement vous suivre sur les réseaux sociaux pour travailler à l'avenir si jamais vous faites d'autres projets ensemble? Ouais, carrément. Enfin, nos réseaux sociaux, je crois qu'ils sont tous les deux privés. Après, oui. Pour l'instant. Ils sont en privé, mais si vous voulez nous ajouter et que vous avez des propositions, ajoutez-moi. J'ai faim de sous. Et pour ce qui est du visionnage du court-métrage, justement, de Western, où est-ce qu'on peut le voir? Il est sur la chaîne du 48 heures. Et sinon moi je l'ai mis un peu en privé, en non répertorié pour mes amis. Mais du coup c'est pas là que vous allez le trouver, quoi. Désolé. Non, c'est en non répertorié. Pour le coup sur la chaîne du 48 heures, je crois qu'ils ont tout mis. Je sais pas s'ils ont déjà mis. Sur l'écran sans double, je crois qu'ils l'ont mis. Ouais. Sur la chaîne de l'écran sans double sur YouTube. Ouais, sur la chaîne de l'écran sans double. Ok. Et merci beaucoup Lison et Silver pour cette interview. Donc on rappelle qu'on peut voir votre court-métrage et pour quelques gorgées de plus qui est sur la chaîne de l'écran sans double. On passe à notre partie débat. On entame notre partie débat avec le film ayant remporté le Grand Prix à Cannes au mois de mai. Il s'agit de Résurrection du réalisateur chinois Bi Gan. Alors est-ce que nos chroniqueurs ont été convaincus comme le jury à la Palme? On voit ça tout de suite. 什么门永远打不开？脑门。什么事情一个人能做，2个人就是做不了。做梦。人身上丢失了什么东西，永远也找不回来。Alors on m'a fait signe juste avant que c'était pas le Grand Prix, c'est un prix spécial qu'il a eu à Cannes. Voilà, je me corrige un petit peu. Dans un monde où les humains ne rêvent plus pour rester immortels, les derniers à s'y adonner sont connus sous le nom de rêvoleurs. Une femme rencontre l'un d'eux et remonte dans ses rêves successifs pour le comprendre et saisir ce qui le pousse à rêver. Au casting, on retrouve Jackson Yi, Shun Ki ou bien encore Mark Chao. On commence cette partie débat avec Jonathan. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fresque temporelle ?
qu'il est difficile de parler de ce film que j'ai vu hier soir. Dans un état de fatigue assez intense, mais c'est dur quand même de s'infliger un film qui dure quand même déjà 2h40 fatigué. Le cinéma de Big Gun, c'est un cinéma un peu du voyage, de la contemplation, et donc du coup avec ce film-là, il poursuit un peu son travail qu'il avait fait avec Kylie Blues et Un grand voyage vers la nuit. Je trouve que visuellement le film est dément. Vraiment, c'est un truc qu'on voit peu. Je trouve qu'il y a des idées de mise en scène tout le temps, très audacieuses. C'est un film qui tente énormément, très sensoriel aussi. Après, effectivement, il y a une partie narrative assez nébuleuse, assez obscure. Je vais pas vous cacher que, effectivement, je n'ai pas tout compris, je n'ai pas tout saisi. Tout est un peu, tout ne se raccroche pas. Je suis sorti du film, je suis rentré dedans, j'ai été émerveillé, j'ai été stupéfait, j'ai été ennuyé. Du coup, ça te fait, une espèce de maelstrom d'émotions très contrasté. Mais je trouve que c'est un film quand même qui est assez incroyable. Pour ce qu'il propose, et au-delà de ses défauts, mais j'ai l'impression que ça fait aussi partie du contrat qui passe avec le spectateur, ça fait aussi partie du voyage. J'ai envie quand même de mettre en avant ce genre de cinéma. C'est quand même quelque chose d'audacieux, de risqué. C'est quelqu'un qui aussi quand même continue à questionner le médium qu'il utilise, le cinéma. Voilà, je trouve que c'est une expérience unique que je vous invite à voir. Alors effectivement, il risque d'y avoir des gens qui vont être laissés sur le bas-côté, je pense autour de cette table, on va y venir après, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment des idées de mise en scène où je me suis vraiment dit, mais comment c'est possible? Que ce soit autant sur la proposition, sur l'idée, que sur l'exécution. Il y a vraiment des trucs de fou que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, et rien que pour ça j'ai quand même envie de le valoriser, de dire que voilà, ça c'est une expérience unique que je vous invite à voir. Mais je suis un peu d'accord justement sur ce que tu disais, qu'effectivement le film tente beaucoup de choses, mais vraiment moi c'est le sentiment que j'ai eu, c'est vraiment j'ai vu le film et j'ai l'impression de pas avoir le quotient intellectuel requis pour le comprendre. Non mais non, vraiment j'arrive souvent ça. Ouais, non mais après c'est pas étonnant parce que je suis un gros neuneux et que moi j'adore les gens qui mettent des mais moi j'adore les gens qui mettent des bouées dans des voitures et qui les foutent dans une piscine municipale pour voir si ça flotte. Donc bon. C'est une référence à Sylvain. Je pense que c'est Sylvain sur YouTube. Je pense que sincèrement la rationalité n'est pas à mettre en avant quand on essaye de voir le film. Je pense vraiment, si on essaye d'analyser de manière rationnelle le scénario, etc., c'est un film, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y a du cinéma comme ça, du cinéma comme Lynch, comme d'autres cinéastes, où en fait, des fois, trop intellectualisé fait perdre le sens même en fait de l'expérience. Et je pense que c'est un film aussi un peu peut-être dans le trip il faut se laisser abandonner aussi dans c'est la phrase de Nolan, qui était pas adaptée pour Nolan, mais il disait n'essaye pas de le comprendre, juste ressens-le quoi. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais non, mais ça suffit pas. Pardon, je suis désolée, mais il y a rien à intellectualiser dans ce film parce qu'en fait, il s'efforce dans une métaphore qu'il arrive difficilement à tenir pendant tout son film, et c'est juste épuisant. Le mec se fatigue, c'est-à-dire qu'il fait des plans qui sont certes vraiment magnifiques, j'ai rien à dire, il y a vraiment des très beaux plans, mais en fait t'as l'impression qu'il s'est plus fatigué à vérifier la beauté de ses plans qu'à vérifier son scénario. Je suis désolée, alors rien à voir, parce que c'est un film chinois, donc il y a beaucoup de mots en chinois qui sont intraduisibles, mais révoleur, qu'est-ce que ça veut dire révoleur? Je pense que c'est... J'ai regardé en anglais, il me semblait que ça voulait dire un truc, mais j'ai oublié ce que ça voulait dire. Ouais, non mais parce que vraiment il va falloir revoir ça. Merci. Et alors, juste, j'ai besoin de dire un truc, c'est que en fait, quand j'ai regardé ce film, j'ai eu l'impression de rentrer dans un book nook. Est-ce que vous voyez ce que c'est un book nook? Non. Alors, Animal Crossing? Non, pas du tout. Non, Hugo. Non. Un book nook, c'est quelque chose que tu construis et que tu vas mettre entre tes livres. Et c'est une maquette. C'est une maquette. Et ça représente toujours un univers. Et en fait, c'est l'intégration d'un morceau d'univers entre des livres qui, donc, eux, sont faits d'univers faits de mots. Et c'est l'apparence d'un univers. Et pour moi, c'est exactement ce que transmet ce film, c'est-à-dire l'apparence d'un univers creux. Désolé, il est creux. C'est-à-dire que... C'est une hot take de fou. Ah non, là, mais attendez, dis les termes. Après, moi, je rejoins un petit peu, parce qu'en plus, on a vu le film tous les deux avec Naomi, et c'est vrai que pour le coup, il y a vraiment des moments où je me suis dit,
On va où? On raconte quoi? On va où? Je suis. Ça fait partie de l'expérience. Big Guy, c'est ce qu'il cherche en général. Ah mais oui, mais là vraiment, j'avais juste l'impression qu'il avait qu'une seule envie, il me pose sur une aire d'autoroute, il fait 500 km et il me dit bah maintenant rejoins-moi. Non mais c'est exactement ça. Le mec, on sait pas où il va et je suis désolée, je déteste me sentir stupide devant un film. Et là, ce que j'entends, c'est pas je saisis pas tout le film, ça je m'en fous, ça peut même être intéressant si je sens qu'il y a quelque chose à aller creuser. Sauf que là, il y a rien à aller creuser parce qu'en fait, il tient une espèce de métaphore pendant tout le film qui, moi, me fatigue, d'accord? Parce que c'est bon, je l'ai compris, ta putain de métaphore. Excusez-moi pour le gros mot. Encore là. Moi j'en ai une de métaphore sur ce film. Je considère que ce film, au fait, c'est une raclette. Au début, t'es dedans, vas-y, alors, c'est délicieux. Maxime. Mais à la fin, t'es tellement bourré de trucs que tu peux plus rien avaler. J'ai fait une métaphore avec les bouquenouks, tu me sens une métaphore avec les raclettes. Oui, mais au moins raclette, moi c'est plus raccord, l'hiver, les fêtes de fin d'année. Oui, mais non. Mais donc juste, ce film est fatigant et je suis désolée, et Maxime en est témoin, j'ai failli dormir pendant la moitié du film. C'est vrai, attention, moi j'ai adoré le film et je dis pas que pourtant il y a pas un passage. Une scène à savoir la 3e scénette qui m'a donné un peu envie de dormir parce que c'est vrai que c'est un peu imbitable, mais je pense que ça fait partie du truc, c'est de dire aussi qu'il y a des films, on se fait chier devant, ça arrive, mais parce que c'est un hommage au cinéma dans tout ce qu'il a. Et je suis désolé, effectivement, je sais que tu n'as pas aimé le deuxième passage, parce que c'est juste des plans ultra léchés, mais c'est des plans ultra léchés, donc c'est magnifique. Ouais, j'adore. En fait, tu vois, quand tu dis ça fait partie du cinéma, les films qui t'ennuient, mais c'est pas un film qui t'ennuie. Je sais pas comment dire, c'est un film qui te fatigue. Je sais que je me répète, mais c'est un film qui te fatigue. Vu que j'ai vu à Cannes, j'étais déjà fatigué. Donc voilà, est-ce que je l'ai vu à Cannes, est-ce que ça change quelque chose? Je l'ai vu à Cannes. Parce que forcément, t'es pas biaisé. Bon, même si on l'avait vu pas tout de suite, mais t'es pas biaisé par tous les retours. Donc c'est vrai que nous, on a découvert un peu brut. Donc nous, on voit vos retours maintenant, mais c'était une séance à quelle heure? 16h40, un truc comme ça. Ah, ça va. Et en plus, parce qu'en plus, en compétition, il avait programmé à 22h à la base. Hein. Ça va pas, non. Oh, c'est comme les 22h, mais mon Bref, Dieu. Il y a un truc que vous avez pas dit. Plan séquence de 40 minutes sans coupe. Alors là, par contre, moi, c'est le truc que je kiffe dans ce film. Mais ça, c'est le Big plan Anne, séquence de 40 minutes, il est incroyable. Alors déjà, en plus, quand il nous explique qu'il a fait un plan séquence parce qu'il avait pas le budget de faire un truc découpé. C'est trop bien, c'est trop bien. Et puis en plus, genre quel plan séquence quoi. Genre ça rentre dans plein de bâtiments, il y a une scène de karaoké en plein milieu. Il y a une scène de baston en plein milieu. Il y a une scène de baston, il y a un time-lapse. Enfin, et puis en fait, surtout, on part du début pour revenir à la fin, on se balade littéralement dans un lieu. Il y a des véhicules, ça passe sur des véhicules en mouvement, c'est un plan séquence de furieux. Ouais, c'est un très beau plan séquence. Et franchement, je pense que c'est ce qui m'a remis dans le film, mais c'est un des éléments qui me fait beaucoup l'aimer. Mais non, je trouve que c'est un super film à ressentir. Moi, j'aurais aimé un film sur le plan séquence, mais uniquement. En fait, ce film, c'est un peu un rêve. N'essayez pas de comprendre vos rêves. C'est ça. En fait, il y a cette dimension du rêve et je pense qu'il y a cette dimension de la sensation. Je pense que si pour ça, on essaie de décortiquer au-delà même de la métaphore. Je pense que en fait, on finit par se perdre et pas perdre l'intérêt même de juste de la sensation. Et effectivement, il faut quand même insister là-dessus. Je pense que techniquement, le film est parfait. Ah mais magnifique ouais. Mais au-delà de comment dire juste de l'aspect technique, enfin je veux dire l'exécution et ce qu'il veut mettre aussi en termes de sensation, je trouve que c'est parfait. Il n'y a pas un mouvement qui déconne, il n'y a rien qui bouge, enfin c'est d'une précision. Franchement c'est assez vertigineux quand on y réfléchit et je trouve ça dommage quand même après je respecte votre avis, mais de le critiquer sur ces aspects-là aussi parce que c'est quand même un truc à chérir, quelqu'un qui fait preuve d'autant d'ambition et qui l'exécute aussi de cette manière-là. C'est assez rare quand même, je pense, dans le cinéma. Non, je sais que vous parlez plus du côté narratif, mais je trouve que c'est assez rare aujourd'hui d'avoir des cinéastes aussi culottés et qui vont aussi loin dans l'ambition formelle pour le souligner, parce que vraiment on se tape des dos à basse toute l'année. Ouais, mais en fait, moi j'en ai marre qu'on parle d'ambition du cinéaste à chaque fois qu'il fait des beaux plans. C'est-à-dire que oui, pour faire des beaux plans, pour faire une belle mise en scène, ça demande effectivement de l'ambition. Sauf que, à nouveau, tu as parlé du narratif, et je suis désolée, pour avoir une bonne histoire, faut être ambitieux. Et pour tenir son histoire, il faut être ambitieux. Et sur ce point-là, il n'est pas du tout ambitieux. D'accord, soyons bien clairs. C'est juste une partie du cinéma. Le cinéma, en fait, c'est pas que un scénario, c'est pas qu'une mise en scène, et c'est des propositions aussi qui naviguent dans l'histoire du cinéma. Et je trouve que cette proposition-là, quand même, mérite le. Oui, mais c'est pas, ça ne suffit pas. Pour faire un film, il faut tout.
pour faire un très bon film, il faut tout. Il suffit à ceux qui sont rentrés dans le trip. C'est toujours le problème aussi de ce genre de trip. Il y a des films, moi, des films qui m'invitent à un trip dans lequel je ne suis pas rentré. Et en fait, rester à côté, c'est l'enfer, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rentrer dans Lynch aussi, et c'est pas pour autant que leur avis vaut rien, quoi. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est Marie, tu n'as pas vu le film, on est d'accord ? Absolument pas. Est-ce que toi, tu aurais envie de rentrer dans le trip avec ce qu'on a dit ou pas ? Oui, moi, je voulais le voir, c'était une question de timing cette semaine, mais moi, j'avais adoré Un grand voyage vers la nuit. Et pareil, j'avais trouvé que formellement c'était dingue. Il y avait pareil des plans séquences, il expérimentait plein de choses. Et du coup, ça m'a donné envie. Mais par contre, 2h40, frérot. Alors oui. On va se calmer sur les autres. Ah oui, je suis d'accord que la durée fait aussi partie du trip. Oui. Ouais. Et puis en fait, le film est tellement constamment en train de se reconstruire puisque c'est plusieurs scénettes liées entre elles par une espèce de narration que en fait on les sent pas passer. Nous c'était aussi un peu notre angoisse parce que fin de festival, film de 2h40 à l'heure du goûter, ça fait pas forcément très envie. Et en fait le fait que le film comme ça il passe du coq à l'âne constamment, en fait il te remet dedans, et même si t'aimes pas une scénette, c'est pas grave, il y a la suivante. Ouais. Ok. J'ai essayé de trouver 3 heures dans ma. Non, mais c'est vrai que c'est un peu, des fois, j'ai l'impression d'une impasse critique d'être face à ce genre de film pour essayer de le décortiquer, parce que j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, si, on peut l'analyser, etc. Mais il y a quand même. Moi, il y a une impasse sortie de là, j'ai fait qu'est-ce que je vais dire demain à la radio, quoi. Au-delà de mes sensations que je partage, c'est vrai que. Et du ressenti. Impressionné par la technique, j'ai pas grand chose à dire, même sur le fond. Je pense que j'ai pas compris la moitié des références ou la moitié des choses. Parce que c'est un film boulimique. Pardon. Et on vous laissera les gens en juger s'ils vont le voir ou pas. Et voilà, on n'hésitez attend pas le retour à nous suivre sur Letterboxd et Sens Critique. Le retour de Marie, évidemment. Écoutez, j'ai lancé le débat tout à l'heure en parlant de fresques temporelles, et vu la fin d'année qui nous fait souvent replonger dans le passé pour se remémorer nos souvenirs d'antan, je vous propose une petite musique pour nous faire remonter le temps. Je vous laisse sur A Real Hero de Time Machine 1985. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Back against the wall and odds.
Et on reprend cette partie débat avec Love Me Tender, deuxième long métrage de la réalisatrice Anna Cazenave-Cambay. Alors après son premier film de l'or pour les chiens qui avait été sélectionné en semaine de la critique à Cannes en 2020, est-ce que cette deuxième œuvre, cette fois-ci sélectionnée dans la catégorie Un certain regard en mai dernier, a su émouvoir nos chroniqueurs? C'est ce qu'on va voir. Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur 2. Coucou maman. Il n'y a jamais de problème. Moi, j'ai des histoires avec des filles. Des histoires d'amour. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu sois heureuse. Bonne nuit. Non. Non, pas du tout. Bon, j'ai cru. Allô? Paul? Clémence, je t'ai dit, il ne veut pas te parler. Au juge, Paul a dit qu'il n'avait pas envie de me voir. Paul a été manipulé par son père et il ne pense pas un traître mot de ce qu'il a écrit dans la lettre qu'il a adressée au tribunal. Paul, il va très bien. Quand il te voit pas, il va très bien. Et dès qu'il te voit, c'est le bordel. Ça le bouleverse, ça le secoue. Tu le tirailles. Tu me présenteras Paul un jour. Oui. Nous allons rester dans cette pièce durant l'heure que tu as pour être avec ta maman. Paul a besoin de voir sa mère. On ne s'énerve pas, d'accord? Mais ça fait 2 ans que je lutte pour voir mon enfant. Une fête des mères sans lui, de Noël, un anniversaire à lui et tous les autres jours. À un moment donné, c'est trop tard. Les enfants ils grandissent et le temps ça se rattrape pas. On va s'en sortir maman, tu sais. On va s'en sortir mon amour. Ça va aller, hein. On est des meufs, on lâche rien de toute façon. Clémence et Laurent, séparés depuis plusieurs années, partagent la garde de leur fils Paul. Cependant, lorsque Laurent apprend que Clémence a désormais des relations avec des femmes, celui-ci décide de l'éloigner de son fils. Clémence va alors devoir se battre pour rester mère, femme et libre. Au casting, on retrouve Vicky Krieps, Antoine Reynatz, Monia Chokri, Park Ji-min ou encore Salif Cissé. Et on commence les débats avec Hugo. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Antoine Reynatz, il s'est abonné au rôle un peu misogyne, détestable. Il le joue tellement bien, le rôle de connard de service. Malheureusement pour lui, je crois que ça va lui coller à la peau pendant encore quelques années. C'est ce que je voulais en parler. Parce qu'après Anatomie d'une chute, il joue vraiment bien les mecs insupportables. Ouais, peut-être qu'il est comme ça. Oh non, attends. On va pas commencer à se faire un cancel de partout, s'il vous plaît. Non, alors j'ai plutôt bien apprécié le film, mais je trouve qu'il y a un problème de rythme un peu, parce que j'ai l'impression que ça va à toute allure au début, et que arrive un moment, ça commence à stagner, et ça stagne vraiment, quoi. Et malheureusement, cette stagnation, elle reste un peu jusqu'à la fin, quoi. Je trouve que, en fait, à partir du moment où on a compris que, quoi qu'il se passe, ça va mal finir, on doit juste attendre que ça se finisse, en fait. Et c'est un petit peu dommage. Et je trouve quand même que l'émotion est là, c'est vraiment déchirant, que ce soit dans le positif, parce que je trouve que la première rencontre entre la mère et son fils au pôle de médiation, elle est vraiment déchirante, elle est vraiment très jolie, et pourtant elle est assez subtile, enfin elle en fait pas des caisses, mais dans l'émotion négative, ça peut aussi vraiment faire très mal quand on comprend aussi que en fait cette femme, elle fait face à un système judiciaire qui est implacable, qui va tout faire pour lutter contre elle, et lent surtout, oui, et c'est vraiment une constante, j'ai l'impression aussi en ce moment, de montrer aussi la hauteur de la justice, parce que Dossier 137 montrait aussi un peu pas mal ça, et aussi en fait qu'elle fait pas non seulement un système judiciaire qui est implacable, mais aussi un système sociétal, parce que quoi que fasse la justice, en fait ça changera rien, quoi. Mais je suis d'accord avec toi justement sur le fait que on a cette lenteur. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié et ce qui j'ai étonnamment apprécié, c'est l'implantation de la voix off, que je trouvais quand même pas trop mal. J'ai du mal d'habitude avec les voix off dans le film. Je pense que c'est des passages du livre, parce que le film est adapté d'un livre d'autofiction de Constance Debré, donc je pense que c'est des passages du livre. Et pour le coup, je trouve que la voix off, elle donnait vraiment du crédit. Je sais pas ce que tu en as pensé, Naomi. Alors, moi, le film m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, on m'avait jamais raconté une histoire comme ça, et pour dire la vérité, en fait, je me rendais même pas compte d'à quel point c'était courant. Donc ça a été un peu une claque sur ce niveau-là, vraiment de réaliser qu'il y a des gens qui peuvent être aussi méchants, parce que c'est vraiment un film qui parle de la méchanceté, mais de la méchanceté pure, et en fait on passe une bonne partie du film à se dire non, c'est pas possible, c'est pas ça qui est en train de lui arriver, parce qu'on n'a même pas envie de penser que des gens peuvent être aussi méchants. Et alors c'est un film qui est très bien filmé, qui est très bien joué, qui a des vraies scènes fortes,
mais oui, il y a cette lenteur qui vraiment dessert le film et c'est dommage. Puis il est vraiment long, parce qu'il fait 2h13. Oui, c'est ça, et c'est vraiment dommage. On a beaucoup de scènes qui se répètent et tout ça. Alors par contre, maintenant j'aimerais vraiment te dire quelque chose parce que en ressortant de là, parce que j'ai été le voir avec ma mère notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui nous agaçait énormément dans la représentation des relations saphiques. C'est le fait que c'est toujours des relations qui sont très sexuelles. C'est-à-dire qu'on montre toujours les femmes lesbiennes comme des êtres très sexuels. Et en fait, ça, c'est l'héritage de Keshish. Désolée. Non, mais... J'ai quitté ce plateau, moi, parce que... Ça y est, ça va repartir le débat. Non, pardon, excusez-moi. C'est vraiment important ce que je dis, je suis désolée. Mais en fait, ça ne vient que nourrir le mythe de la femme qui n'est qu'un être de sens et pas un être d'intelligence. Ça vient nourrir l'idée que nous, en tant que femmes, on n'est pas capable d'aimer quelqu'un pour son intelligence et qu'on va juste être dans la sensation et le sentiment. Et donc du coup, quand on représente les relations saphiques qu'à travers l'acte sexuel ou à travers les silences du regard, parce que vous comprenez, c'est une hypersensibilité qu'on a, on se comprend sans se parler, on se comprend par le toucher, ça ne vient que nourrir cette idée de la femme de sens et pas la femme d'intelligence. Et c'est vraiment dommage parce que c'est faux en fait. Enfin, je vais pas vous l'apprendre, mais c'est faux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a autant de représentations saphiques qui ne passent que par l'acte sexuel ou qui sont des êtres très sexuels parce que on veut nourrir ce mysticisme. Et c'est juste dommage. Qu'est-ce qu'il en pense, Jonathan? Pardon, Jonathan. Pardon, dire après ça. Non, je trouve que le film a beaucoup plu et je vais être en désaccord avec vous sur le rythme, effectivement, qui est assez lent. Mais en fait, j'ai vécu le film un peu comme une lutte permanente, en fait. Et je trouve que le film trouve un équilibre assez juste entre à la fois la chronique sociale, judiciaire, un peu lourde, qui aurait pu vraiment être très plombante. Hein. Bon, le film est pas gay. Et il est lesbien, du coup. Oh, ta gueule. J'étais sûre, j'en étais sûr. Il est plongé dedans. Bref. Et le film d'une affirmation et d'une libération. Et du coup, je trouve que le film trouve un chemin assez sinueux, mais assez intéressant, en conjuguant les deux en permanence, sans laisser l'un prendre le pas sur l'autre, sachant que les deux sont en lutte aussi, quoi. Parce que elle est en lutte pour elle, pour son enfant, et donc du coup il y a à la fois cette lutte d'affirmer son identité et d'affirmer sa vie, et sa lutte de rester une mère et se battre pour voir son enfant. Et je trouve que là-dessus, le film, justement, je vois pas ça comme un ventre mou, mais je vois ça comme une lutte permanente où en fait ça revient toujours. Et elle est toujours en lutte pour dire non, ça c'est ma vie, je l'assume telle qu'elle et je continue. Et je trouve ça vraiment très intéressant comment elle articule, et comme tu disais, je vais rebondir aussi, c'est très intéressant aussi la mise en scène qui est quand même assez léchée, très douce. Ça lui donne vraiment un côté romanesque, et j'aime beaucoup notamment les séquences où elle retourne chez son père dans le sud de la France, et c'est fait où il y a vraiment ça fait vraiment une petite chronique d'été où les couleurs sont très chaleureuses et tout, et je trouve que ça va très très bien au film en fait. Je pense que j'ai pas lu le bouquin, mais apparemment j'avais vu que c'est quand même une chronique aussi un peu dure, un peu sèche. C'est aussi. C'est d'autofiction, c'est inspiré vraiment de la vie de Constance Debré du coup. Voilà, et du coup je pense que le fait d'avoir rajouté du romanesque, ça s'écarte un petit peu peut-être du côté sec de l'autofiction, pour aussi quand même apporter un peu de cinéma, un peu de grandeur émotionnelle, quoi. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Moi, le film m'a touché, et Vicky Krieps est encore formidable. Je trouve Vicky Krieps, bien sûr, évidemment. Elle est juste, elle a une puissance dans le regard, elle arrive toujours à naviguer entre ces trucs-là, et je suis assez épaté par elle. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, qui est-ce qui avait dit ça, que Monia Chokri actuellement, elle est en train elle est sur une trilogie lesbienne de fou en ce moment au cinéma. Mais un truc de fou. Des preuves d'amour, Les enfants vont bien, et Love Me Tender. Ah oui. Et il y a aussi il y a Park Ji-min aussi qu'on a pu voir dans la petite dernière aussi. Oui, au fou rire quand je l'ai vu débarquer. Non mais oui, on y allait avec Hugo, et puis elle apparaît, et j'étais là, on s'est trompé de film. Non mais surtout, en plus la peau, elle joue tout le temps le même personnage. Oui. C'est exactement le même personnage. Que dans la petite dernière aussi, c'est vrai que j'y pensais. Ouais. Et pardon, juste j'aimerais rajouter, parce que je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu as dit sur les scènes quand elle est chez son père. J'aime beaucoup ce que le cinéma est en train de faire avec les maisons de campagne et la campagne et tout ça. Et moi, ça m'a rappelé un petit peu Miséricorde sur le silence et la manière de traiter la couleur dans ces endroits-là. Et je trouve que c'est super. Moi, je trouve ça très joli. Voilà. Marie, ton autre mot de la fin cette fois-ci, est-ce que tu as envie de voir Love Me Tender ? C'est compliqué. Parce qu'en ce moment, j'évite les films qui
qui sont trop durs parce que j'ai pas le mental pour. Ceci dit, ce que vous dites me donne envie. C'est et en même pas temps, le film le plus dur, je trouve. Ouais, c'est pas plombant. Non, ça va. Il y a quand même de la lumière. Alors, j'ai une confiance aveugle dans les propos de Naomi sur le cinéma en général, mais sur ce film. Je suis très heureuse d'avoir trouvé une compatriote, parce que moi, quand j'étais un peu plus jeune, je m'énervais très facilement sur les films. Et nous aussi, on est compatriotes. Hein. Je vous adore. Oui, mais t'es un homme, Jonathan. Mais, et aujourd'hui, les films dont j'ai un peu peur des propos, je vais plus les voir. Et du coup, j'ai un peu lâché l'affaire sur certains trucs. Et je suis heureuse qu'une chroniqueuse sur cette émission soit si engagée. Et donc, je fais confiance à ses propos. Et du coup, peut-être que je ne le rattraperai pas. Peut-être. Ah, bon. Eh bah tant pis alors, mais on vous conseille quand même d'aller le voir un petit peu pour vous faire votre avis, voilà. On va terminer cette partie débat avec le film Animal Totem de Benoît Delépine. Alors après avoir été auteur pour les Guignols de l'info puis comédien pour Groland, l'humoriste se lance dans son premier long métrage en solo. Alors est-ce que cette valise mystérieuse aura su titiller la curiosité de nos chroniqueurs ? Eh bah c'est ce qu'on va voir. Des choses à déclarer, monsieur ? Absolument rien à déclarer, monsieur. Monsieur l'agent, moi là, j'arrive de l'aéroport de Beauvais où je me suis fait tout voler. Avec vos menottes ? C'est une sûreté pour les assurances, c'est professionnel. T'es qui toi ? T'as pas l'air d'un prédateur. Je poursuis un méchant dragon, pyrotétramate, qui va brûler le monde. On est sur le point de construire une usine qui va révolutionner le secteur. Et là, elle commence à me dire, il faut que tu te déconstruises. Ça veut dire quoi, ça ? Mais je sais pas ce que ça veut dire, justement, se déconstruire. Vous êtes chasseur ? Le business et la chasse, c'est pratiquement la même chose. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Mon camouflage, c'est ce costume. J'ai avancé contre le vent, je vous ai suivi, je vous ai pisté. Maintenant, c'est l'instant de vérité. C'est pas très logique votre truc là, sur votre vélo, il y a écrit je sauve le monde. T'as mal lu, il y a marqué je sauve mon monde. Pas question de sauver les enfoirés. De l'aéroport de Beauvais à la Défense, accompagné de sa valise à roulettes, Darius traverse à pied campagnes et banlieues pour mener à bien et sans empreinte carbone une mystérieuse mission. Côté casting, on retrouve Samir Ghesmi, Olivier Rabourdin ou bien encore Solène Rigaud, et on commence ce débat avec Naomi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Alors moi j'ai envie de dire Benoît Delépine, c'est toi mon animal totem. Bon. C'est un petit peu étrange. Excusez-moi. Non, mais c'est parce que ce film est vraiment particulier. C'est-à-dire que tu peux pas t'attendre à voir ça. C'est pas possible. Tu peux imaginer plein de choses, mais pas ça. Et alors, c'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise chose. Disons que le film a des propositions de réalisation, vraiment intéressantes. Alors, je vais juste copier ma critique Letterboxd, je suis désolée, mais merci Benoît de m'avoir permis d'être une mouche. C'est vrai, dans le film là du coup. J'avais toujours rêvé d'être une mouche et il me le permet, mais aussi un moustique, une chouette, enfin énormément de... Une souris qui se fait écraser. Une chauve-souris aussi. C'est pas un gros spoil, mais voilà. Et alors sur ce plan-là, je trouve ça hyper intéressant, la manière dont il a imaginé comment on pouvait voir tous ces insectes et ces animaux. Ça, pour le coup, c'est assez génial. Par contre, le film est quand même un peu épuisant. Disons que, il y a un moment, tu as compris la logique du film, t'as envie que ça avance, et c'est drôle, parce que le mec avance, enfin, il s'arrête jamais, en fait, donc il avance, mais il avance pas vraiment. Donc il y a un moment, c'est un peu fatigant, et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce film. C'est un ovni. Moi j'étais d'accord jusqu'à ce que tu dises ton point négatif, parce que moi au contraire c'est ce que j'aime, c'est que ça part n'importe comment. Oui, mais ça t'a rappelé Dupieux. Ça m'a évidemment rappelé Dupieux, et vu que Dupieux cette année m'a déçu avec l'accident de piano, là on a un Benoît Delépine qui nous sort Animal Totem, et Naomi peut attester, j'ai kiffé ma séance de A à Z, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu en penses, Marie ? Alors,
J'aime pas du tout le début de ta critique. Mais attendez, ça va très bien se passer. J'avoue que je suis en demi-teinte sur ce film parce que ça commence, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée ? C'est-à-dire, au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Ça joue mal, on comprend pas où ça va. Oula, j'étais pas bien. Hein. Bon, je suis restée, 1h29 quand même, faut pas déconner. Et à un moment donné, j'ai commencé à rentrer dedans, à me dire, ah, c'est ok. Ça veut dire ça, ok. Et arrivé à la fin, je me suis dit, ah, j'avais rien compris en fait. Ça veut dire ça finalement. Et j'avoue qu'en 1h29, me faire ressentir 3 choses comme ça différentes, c'est quand même assez fou. Alors, loin de moi l'idée d'être méchant, mais si tu n'as rien compris, Animal Totem ne va pas voir Résurrection. Non, mais j'ai compris à la fin, parce qu'il y a une espèce de. On peut le dire. Mais ça va, Maxime, oui. Petit twist. Non, mais petit twist. Voilà, les résurrections, c'est massif quand même. Oui. Non, mais ça me dérange pas de pas forcément comprendre. C'est juste que là, j'avais compris quelque chose et que ça n'était pas du tout ce que j'avais compris finalement. Mais moi, je trouve, c'est ça qui est intéressant. Ça fait un peu, mais c'est un peu comme un scénario de Dupieux. Tu te dis, ah ok, il va partir là, et il fait complètement l'inverse, il fait n'importe quoi. Oui, en fait, c'est ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'il y a un retournement de, ah mais ok, en fait, c'est ça qui se passe. Sauf que, malheureusement, je trouve que du coup, toute la mise en scène qu'il y a avant cette révélation, je me dis, ça n'a aucun sens, ce qui s'est passé du coup. Enfin, mais le film n'est pas là pour avoir de sens. Le film te tend, mais qui n'ait pas de sens ou quoi. Enfin, c'est pas le problème. Mais là, le film te tend à te faire comprendre quelque chose sur le personnage, et du coup, il met toute une mise en scène dessus. Et à la fin, c'est pas du tout ce que tu as compris. Mais en plus, du coup, ça ne valide pas la mise en scène qu'il y a avant. J'essaye de pas spoiler, hein, en disant des trucs comme ça, mais c'est très dur en plus de pas spoiler parce que le film est plutôt court, voilà. Il est très simple. Il est très court et c'est quand même bon. Après, il dit dès le départ que c'est un conte, etc. Donc il y a une ambiance conte, les animaux, etc. Ça, y a pas de souci. Mais je trouve quand même qu'il y a une inégalité de jeu parmi les acteurs qui est pour moi qui m'a gênée. Oui. Samir Ghasmi au départ, j'ai eu du mal. Hein. Je me suis dit mais pourquoi il parle comme ça ? Pourquoi ? Et après je pensais. Samir Ghasmi, hein, il est souvent comme ça. Moi j'aime bien. Et après je me suis dit c'est le personnage parce que c'est ce que j'ai compris du personnage. Finalement, c'était pas ça, donc je me suis dit, juste il a joué mal, je comprends pas. Solène Rigaud, je trouvais qu'elle jouait très très bien. Le patron PDG, j'ai oublié son nom. Olivier Rabourdin. Jouait très très bien aussi. Alors, et il y avait des petits rôles qui jouaient pas bien. Et je me disais, je sais pas où me placer en fait. Olivier Rabourdin, j'étais en train de me dire, je sais que je l'ai vu, je sais plus où, mais je sais que je l'ai vu. Et j'ai cherché. Et j'ai fini par trouver. Tu sais où on l'a vu ? Non. L'été dernier, de Léa Drucker. C'est le père. Et c'est pour ça, au fait, ça m'a rappelé un trauma. Le film a perdu un point. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan ? Alors, tu parlais de Dupé tout à l'heure. C'est surtout un film en fait de Lépine, pour le coup, obvious. Mais en fait, c'est que ça reprend un peu son cinéma qu'il avait fait avec Kervern. Donc là, il part en solo. C'est pas forcément pour le mieux, mais il y a un peu ce truc de voyage et de rencontre. En fait, c'est dans les anciens films qu'ils ont fait, que ce soit Le Grand Soir, que ce soit le Saint-Amour, I Feel Good. Il y a toujours un truc Gros de rencontre. Le film. Voilà, non mais c'est même en même temps le dernier. Lequel ? En même temps. Oui, voilà, pareil. C'est un truc de rencontre et de loufoquerie, de bouffonnerie, de politique. Du coup, voilà. Moi, j'étais en terrain connu, mais je suis resté assez en dehors du film, notamment sur les propositions. J'avoue que l'histoire de la mouche, du hibou, tout ça, je suis resté vraiment un peu en dehors. C'est trop bien. Même le vieux qui croise sur le chemin, qui dit je te vois, tu te dis ça veut dire ça. Non, pas du tout. Ouais, j'avoue que j'ai été beaucoup plus séduit auparavant par leurs propositions comiques, enfin là sur des Lépines. Je trouve que là je suis resté un peu en dehors. Ouais, les propositions paraissaient un peu lourde, pas très subtile. Je comprends pas le choix du méga scope, enfin son format d'image. Ce format qui est ultra étalé, qui est complètement aplati. Moi, je kiffe, j'adore. Moi, j'ai peut-être une proposition. C'est peut-être pas du tout la bonne, mais alors en général, c'est un format notamment qui est très utilisé dans les westerns notamment. Mais c'est du 2.39 ou c'est du 2.76 ? Je sais plus, mais dans tous les cas, en fait, c'est un format qui est là pour valoriser l'environnement à défaut de valoriser l'homme et pour faire apparaître l'homme comme un ennemi de son environnement. Et donc ça favorise le paysage et je pense que ça sert juste le fond écologique du film. Oui, peut-être, oui, sûrement, mais T'as mis Jonathan bouche bée là. Non, mais il y a la théorie que j'entends totalement, et après il y a l'exécution que je trouve assez... Est-ce qu'on peut en parler aussi pour ceux qui l'ont vu, la toute petite réplique quasiment qu'il a, Pierre Lotin,
dans la voiturette de Pierre golf. Lotin, je l'ai oublié. Lui, par contre, il joue très bien. Alors, il a une scène avec 2 répliques, mais elles sont à mourir ça de rire. vaut tout l'or du monde sur ce film. Mais oui. complètement. Mais Pierre Lotin, de toute façon, chaque fois qu'il est dans un film, il est toujours bon, j'ai l'impression. Ouais, tu mais repenses à la scène, ça moi, me j'aimerais bien qu'il joue des personnages un peu différents. Ouais, aussi, c'est vrai, parce qu'il joue souvent les nonos de service, Ouais. c'est vrai. Mais moi, je vous le dis, j'ai du mal à être objectif sur le film. Tu l'as pas vu, du coup, Hugo, toi Non. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as envie de le voir? Bah, un peu, mais en même temps, je sais pas si du coup je me déplacerai au cinéma. Mais non, mais après, c'est 1h29. Hein. Oui. Hugo, sois mouche aussi. Sois mouche, voilà. Sois mouche. Oui. Petit mouche. Ton animal totem. Tu sais quoi, ta phrase a fait mouche. Je vous invite à être hibou et à voyager vers les autres films de Philippe Carlin qui sont Moi, je vous invite à voyager vers Résurrection et également vers d'autres films dont on va parler plus tard. Moi, je tiens juste à vous dire que le film est rentré dans mon top de l'année et qu'il est top 6. Voilà, donc tout simplement. Ah ouais? Ouais, j'ai kiffé. Mais c'est un Dupio-like, évidemment. Shocked. Donc voilà. Pourtant, il n'y a pas de voiture, hein, puisque c'est écologique, c'est fou. Hein. Il a à pied le mec. Si, il y a une voiture. Si. Il y a un il y a des voitures de riches. Il y a un kangou avec un bébé et un berceau et on dira rien d'autre. Il y a une Jaguar aussi. Et une Jaguar, voilà, on dira rien d'autre évidemment. Ah oui, et du coup, on est Et aussi une un Tesla aigle aussi. au bout d'un moment. Oui, on dira rien. J'ai plus envie de le voir. Par pitié, on ne dira rien. Et bah, écoutez, très bien, on va d'abord voir quel est le top de l'équipe T16 de cette semaine. C'est parti pour les tops. On commence avec le top 1 de chaque chroniqueur. Hugo, ton top 1. Mission Père Noël. Ouais, non, c'est Alors vrai. ça, je l'ai Voilà. pas dit. Là, il y a des gens qui vont emmerder un peu le monde. Jonathan. Résurrection. Naomi. Wake Up Dead Man. Marie. Animal totem, mais par défaut. Merci beaucoup, De Marie. rien. Pour ma part, c'est évidemment Animal Totem. Donc, à la 3e place, nous avons Animal Totem. En numéro 2, nous avons Love Me Tender. Et en numéro 1, nous avons Résurrection. Allez, déjà, qui Mission a Père été Noël. Vu par beaucoup de monde. Alors, il y a d'autres films qui ont été vus. Donc, par exemple, qui a vu Wake Up Dead Man? Moi. Qui peut en parler vite Sans fait, spoiler, très s'il vite vous plaît, fait. je l'ai pas vu. Alors juste, je suis tellement heureuse qu'on ait retrouvé l'ambiance du premier film parce que moi, Glass Onion, j'avais juste détesté, je suis désolée, au point où j'avais décidé d'oublier complètement l'existence de ce film. Ah non, vraiment, j'avais pas aimé, je suis désolée. Et surtout, il y a Andrew Scott dans le dernier. Et Josh rien que pour ça. O'Connor. Et Josh O'Connor. Oui, mais surtout Andrew Scott. Et rien que pour ça, regardez ce film. Les mecs. Moi, j'aime beaucoup cette manière qu'il a de prendre l'église et d'en faire une espèce de métaphore de la sphère politique, parce que c'est un peu les mêmes trucs de croyance et de storytelling. Donc je trouve ça assez jouissif, et c'est très drôle le fait qu'il y a un gag sur le personnage de Josh Brolin qui est censé être une métaphore de Trump. Et il y a quelque chose qu'il ne peut physiquement pas faire dans le film, sans spoiler, qui du coup fait que Trump ne peut pas faire cette chose physiquement, et ça me fait mourir de rire. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont vu La Petite Cuisine de Mehdi? Mon avis, on s'en fout, mais c'est pas ça. Non, mais Ah, vas-y, il y a mon plan préféré de c'est l'année. parce qu'il faut- il faut Moi, je enchaîner. veux savoir ce qu'il pense, Jonathan, du film. Je suis pas un grand fan de la trilogie. Je veux plus savoir ce qu'il pense. Enfin, le premier était très sympa. Glass Onion, j'aime pas du tout non plus. Oui, non, c'était Et mauvais, on le l'oublie. troisième, je trouve qu'il relève un petit peu le niveau, mais ça avoue que je suis assez peu client du whodunit comme il l'a fait. Donc, Mais c'est des bons films de Noël, pardon. c'est très sympathique, mais aussi vite vu, aussi vite oublié. Très bien. Il y en a qui ont vu La Petite Cuisine de Mehdi? Oui, au Cinémed. Alors, on l'a vu au Cinémed tous les deux, c'est vrai. Marie, qu'est-ce que t'en as Bah pensé? vas-y, résume notre avis, Maxime. Moi, j'ai détesté de A à Z. Voilà, Moi, j'ai parfois ri. Ouais, c'est il y vraiment avait des gens qui riaient dans la salle, ça riait pas mal dans la salle. Ouais. Moi, je n'ai pas eu ne serait-ce qu'un rictus. Je trouve que c'est une comédie, une énième comédie qui veut jouer sur tous les clichés de la religion musulmane. Et au fait, c'est juste ultra raciste. Au fait, c'est un qu'est-ce qu'on a fait au C'est bon là qu'il est Dieu. bien placé pour C'est en un parler. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dans C'est la, vrai que c'est dans un la peu un communauté. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Dans ouais. la communauté musulmane à Lyon, voilà. Et en plus, ça filme très Et en mal plus, Lyon. ça se passe à Lyon. Aïe. Et ça filme très Et mal. ça Lyon. l'a énervé, Maxime. Mission Père Noël, parle-nous-en. Oh bah écoutez, Alors, non mais écoutez, c'est chaque année on voit avec Moi, ça me Lucas, donne on se envie. voit un petit film de Ouais, Noël. moi aussi. Voilà, l'année Et en dernière, fait, c'était Nico le Voilà, Tyrène. voilà, un petit bonbon de Noël. C'est vrai que c'est un film ça fait pas un film qui va chercher loin, mais moi voir une représentation des lutins et du Père Noël, ça me fait toujours un peu Attendez, plaisir. parce que il y a un film de James Hutt avec Patrick Timsit, on parle de ce film-là ou... Non, Non, c'est un film d'animation. c'est un film d'animation. Non, non. Je suis Mais passé c'est un film complètement à d'animation côté. qui comprend quand même un Père Noël qui dab, donc Donc bon, donc voilà. que demande le peuple, je veux dire. Et Attends, et t'as mis ça devant Résurrection? oui, On m'a forcé, mais je dirais pas par il y qui. a Luca Bernardini, on ne Ah, dira c'était pas évidemment. sûr. Qui dab, non mais sans déconner. Et enfin, qui a vu L'âme idéale, qui est sorti Que j'irai voir aujourd'hui, demain, mais au Cinémed. Et que j'irai voir plus tard. Moi, je l'ai vu et c'est excellemment bien. Et en parlant de L'âme idéale,
Et bah, je peux vous dire qu'il n'y a pas que moi qui va dire que le film est très bien, puisqu'on a une interview de l'équipe du film L'Âme idéale qui a été projetée au cinéma au mois d'octobre. La réalisatrice Alice Vial ainsi que les comédiens Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen qui sont au micro de Lucas et qui sont aidés à la technique par Oksana, Marie et moi-même. C'est tout de suite dans notre partie invité. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous accueillons l'équipe du film L'Âme idéale d'Alice Vial. Elle est avec nous, accompagnée de ses acteurs principaux, Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen. Comment allez-vous ? Très bien. Bah ouais, très bien. Très bien. Très heureux d'être là. Nous aussi. Alors, j'aimerais parler de la jeunesse du projet. Comment est né le scénario et comment avez-vous apporté cette histoire ? Alors, elle vient pas de moi, cette histoire, elle vient de Jean Toussaint Bernard, qui est mon co-scénariste, voilà, et qui m'a proposé cette histoire de passeuse d'âme que j'ai tout de suite adorée, voilà, qui a tout de suite résonné chez moi. Et j'aimerais d'ailleurs savoir, pour les acteurs, comment avez-vous construit cette alchimie à l'écran, qui est d'ailleurs très sublime. Comment avez-vous construit cette complicité ? C'est vrai qu'on peut jouer une complicité qui n'existe pas dans la vie, mais pour le coup, ça a été une vraie rencontre avec Jonathan, professionnelle et humaine. Donc, sur ce plan-là, ça n'a pas été beaucoup de travail en ce qui me concerne, en tout cas. Mais apparemment. En fait, les alchimies comme ça, elles se travaillent pas, en fait. Elles sont là. Donc ça, c'est une chance quand c'est là. Oui, c'est une chance, sinon c'est emmerdant. Et j'aimerais d'ailleurs parler et évoquer votre collaboration avec le chef opérateur Julien Montbard. Comment avez-vous travaillé ensemble sur l'esthétique du film et également sur les séquences du départ vers l'au-delà ? On a fait un gros travail en amont déjà, beaucoup de préparation, j'ai eu la chance d'avoir ce temps-là. Et pour les scènes de disparition, on s'est raconté que la lumière de l'au-delà, je ne sais pas comment l'appeler, se matérialisait à travers les lumières de la pièce. Voilà, c'était la rencontre entre l'invisible et l'hyper concret, voilà, des lumières qui sont là. Et c'est ce principe-là sur lequel on s'est basé pour raconter ça. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi revenir aussi dans votre collaboration avec Olivier Bacquery pour la composition de la musique qui est incroyable. Et d'ailleurs, c'est un élément déclencheur des émotions. Donc, comment avez-vous travaillé avec ce grand compositeur, Olivier Bacquery ? Justement, c'est un grand compositeur, donc j'ai eu de la chance, c'était assez simple, assez fluide. Il est force de proposition, hyper créatif et il a tout de suite chopé. Évidemment, on a échangé plein de références, mais il a tout de suite compris le film. Et puis, peut-être revenir à Oscar, il fallait aussi qu'il trouve la musique il y avait un double enjeu pour lui, puisqu'il fallait aussi composer la musique de notre personnage principal. Tu veux ajouter un truc ? Non, t'as tout dit. Et même très bien dit. Après avoir visionné le film, on se pose une question à la fin de cette histoire et j'aimerais vous la poser. Bien sûr. Est-ce que vous acceptez de vivre ? C'est la meilleure question. Ouais, c'est clair. C'est la meilleure question. Il faut se le rappeler, qu'il faut accepter de vivre. C'est pas un acquis, je trouve... cette réponse. Parfois, on oublie que, faut pas oublier de vivre, justement, parce qu'on est pris dans nos tourments, dans le travail, dans plein de choses, et en fait, on vit, bien sûr, mais peut-être on peut passer à côté de l'essentiel, en tout cas, ou de cette chose simple de vivre, pour des choses qui nous tourmentent. Donc, moi, je trouve que c'est un super rappel de se poser cette question souvent. Moi, pour le coup, vivre, c'est vraiment mon activité préférée. C'est ce que je préfère, même quand c'est dur, parce que je crois que jusqu'à tout récemment, en fait, jusqu'à la pandémie, je n'avais jamais expérimenté l'ennui. Et donc, j'en fais un moteur tous les jours, même quand c'est dur. Même quand ça fait mal. Voilà. Bravo. Tu nous épates. Oh, non, mais c'est trop beau. vrai. Moi, j'aimerais en dire autant. Je ne peux pas en dire autant. J'aimerais que tu en dises autant, Jonathan. Mais bon. Je ne peux pas en dire autant. Regarde, j'ai fait ce que j'ai pu avec toi.
Oui, j'espère. Oui, certains jours et un peu moins d'autres. Mais je vais vers le grand oui, j'espère. Ben, si vous acceptez de vivre, j'en étais sûr. Car la réponse se trouve dans le film, en fait. Notamment dans la séquence du karaoké, avec la chanson Sous le vent de Caro et Céline Dion. Comment avez-vous vécu et réalisé cette fabuleuse séquence? Vécu et réalisé, c'est ça? Oui. Alors... Vécu, pour ma part, assez mal. Ah ouais, ça me terrifie de chanter en public alors que j'adore chanter et danser. Mais on s'est bien amusé quand même. Mais après, ne noircis pas le tableau quand même. Non, c'était super. On a bien ri. C'est que après, heureusement que j'étais pas seule sur scène parce que voilà, il m'a soulagée de tous mes maux. Pareil. Non, moi j'adore chanter. Alors là, vraiment, à contrario, moi, vous me donnez un micro, ça peut partir très vite. Oui, d'ailleurs. Et sous le vent. mais c'est un moment en plus de grande complicité des deux personnages. C'est un moment d'amusement, de lâcher prise en fait. Et il est important parce que ce qu'il raconte après. Ce moment, c'est le moment du film où tout commence à partir un peu en déconfiture. Donc c'est un grand moment de joie et de complicité et de drôlerie et qui fait du bien avant la grande chute. C'est aussi un moment qui est né spontanément alors qu'on travaillait sur le scénario tous les trois en amont du tournage. Et en fait, on était au bureau de la prod dans un local de répétition. Et puis Jonathan et moi, on s'est mis à... La scène de karaoké existait déjà, mais elle était écrite autrement. Puis c'était une autre chanson assez triste. Je me souviens plus d'ailleurs laquelle. C'était Bachung. C'est Bachung, Immortel de Bachung. Ah oui, c'est ça. Et finalement... Et finalement, nous, on s'est mis à déconner et à chanter cette chanson. Et fort heureusement, tu as obtenu les droits. Ouais. Les droits karaoké. Et c'est pas une mince affaire, même les droits karaoké. C'est un petit dossier. Merci Céline. Et pour finir, comme toujours dans le cinéma chaud, quel est le dernier film au cinéma ou à la maison qui vous a marqué? Moi, je suis allée voir Un simple accident très récemment. Donc oui, ça m'a bien marqué, ouais. Déjà qu'on puisse... qu'on raconte son pays, son point de vue sur la vie et l'histoire au péril de sa vie, ça dénote encore l'importance capitale de faire de l'art et sa dangerosité aussi. Moi, j'ai revu Thelma et Louise il n'y a pas longtemps et je me suis repris la même claque que la première fois que je l'avais vue. Ça n'a pas vieilli. Voilà. Dario Argento. Moi, je suis aussi un peu dans les vieux films. Je suis dans mon cycle 90, là, 2000. Mais moi aussi, par contre. Ah, mais c'est dingue. Mais j'ai revu j'ai revu Forrest Gump. Oh, mais c'est fou, ça n'a pas pris une ride. C'est exceptionnel, encore et encore, émouvant aux mêmes endroits, surprenant. J'ai redécouvert le film, c'est exceptionnel. Voilà. Donc que de l'ancien, rien de nouveau, à part toi. La Médiale est en salle et je vous encourage vivement à aller le découvrir. C'est un film d'une fraîcheur rare et qui nous amène véritablement à apprécier chaque instant de la vie. Merci. Oh, merci. Merci pour toi. Ouais, c'est trop beau ce que tu dis. Merci. C'est trop beau ce qu'il dit, puis c'est trop beau. Puis Lucas, il est trop beau aussi de toute Lucas façon. beau, là, évidemment. Épousez-le. Il est l'heure de s'affronter, de se battre, de se cassagner, de se mettre des marrons, de se foutre sur la tronche. Bref, c'est l'heure du redoutable et redouté quiz de Marie. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Bonsoir. Merci Hugo de ton enthousiasme. J'aime bien Doctor Who, je sais pas si vous saviez. Ouais, non mais je te comprends, ce soir, un quiz redouté apparemment, avec à ma gauche l'équipe de Jonathan accompagnée de Hugo et à ma droite l'équipe de Naomi accompagnée de Maxime. Oui. Et la première question que je vous pose, vous la connaissez, et c'est le titre du quiz finalement. Quel est le titre de ce quiz? Je vous prie.
Alors nous, on a... On vous laisse répondre en premier. Ok, merci, j'avais déjà la parole. Ok. Le mansplaining à mort de Hugo. Bon, hôpital charité. Nous, on part sur Quiz Me Tender. Ok. Moi, je pense que c'était une petite romantique dans l'âme et du coup, c'est Love Me Quiz. Et c'était Quiz Me Tender. Parce que tu vas faire KFC en fait. Absolument, j'avais faim quand j'ai écrit Quiz. T'as plus faim que. Ma vanne était bonne du coup. Quiz Me Tenders, c'est bon. C'était bon. Allez, tous à vos castes. Musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Ceux qui nous lient. Non. C'est moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est que ça a hurlé en régie le titre du film. Et vous l'avez pas entendu, tant mieux, mais c'était extrêmement drôle. On peut avoir un indice? C'est un film avec Samir Ghesmi. Par l'époque, il a pas un gros rôle. L'effet aquatique? Ah non. C'est un film français. Je suis personne. Ah, Simon fait un bon mime. Non, mais non, faut pas. Je ne le dis à personne? Oui. Ouais. Ne le dis à personne. Sans de tricher, Guillaume sans Canet. tricher. Sans C'est tricher. Simon, il est derrière nous quoi. Peut-être Après, qu'à vous te l'avez retourner. vu aussi. Vous l'avez Bah, vu t'as aussi. qu'à avoir une vitre aussi dans notre dos. Écoutez, calmons-nous. C'est que la première question, ok? On passe au en or ou en bois. J'ai 3 infos pour vous. À vous de me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. La première étant, Point Break va avoir droit à une suite en série. En série? En série. Est-ce qu'il y aura Patrick Swayze? Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que c'est en or, mais je pense qu'il y a une petite fourberie de la part de Marie, mais bon. Je pense qu'elle a été fourbe. Si elle avait faim à ce moment-là, elle a été fourbe. Moi, je vais dire en or aussi, mais je suis sur la défensive Bon, aussi. on part sur en bois. Bon, si tu veux, on peut partir sur Allez, en on bois. part sur en bois pour le beau jeu. C'était en or, Voilà. effectivement. Je savais qu'il y avait un truc gagné sur- sur de la chance. Développé par AMC Networks, la suite prendrait place en 2026, soit 35 ans après les événements du film de 91. On est à 3 pour l'équipe de Naomi et à 0 pour l'équipe de Jonathan. Oh, les nuls. Pour l'instant, il y a le temps de se refaire. Attendez. Non, mais on profite de la victoire. On profite, Deuxième en tout cas. info. George Clooney ne veut plus embrasser de femme à l'écran parce que sa femme n'est pas d'accord. Alors j'avais Alors, vu une info oui, moi sur aussi. un acteur qui le faisait pas et l'a jamais fait dans l'histoire du cinéma, mais George Clooney, je sais pas. J'ai vu la même info. Je vais dire en bois. Vas-y. On va dire en bois. C'est en or. Et c'est en bois. Quoi? C'est déjà. Oui, alors Jonathan, calme-toi. Attends. Calme-toi. si sûr de lui. Bah oui. Avis à tous les sexistes, c'est faux, c'est ce que j'ai écrit. Il a pris cette décision lorsqu'il avait 60 ans. Il estime qu'avec son âge, ce n'est plus à lui de faire des films romantiques. Mais sa femme, elle s'en foutait. Ah, purée, mais j'ai vu l'info où il disait en fait qu'il est plus Il a, embrassé de parlé, il a femme. parlé de ça avec sa femme, mais il lui a juste dit bah écoute, j'arrive à 60 ans en C'est fait. vraiment faux, hein, parce que l'information est vraie. Mais dit. Oui. nous ça nous convient, ça nous convient, c'est la ouais, fourberie. Ça nous 4-0. convient très bien. Non, sa femme est très On sympa. appelle ça Elle- non, mais c'est Saint-Étienne dans le milieu. Ça fait quoi d'être un verre pour de vrai là? 4 pour l'équipe de Naomi. Dernière info, Jim Carrey faisait de nombreuses attaques de panique sur le tournage du Grinch. C'est juste parce que c'est Noël cette info. Je sais qu'il avait fait beaucoup C'est une d'impro, info mais de récente, la hein, ceci panique. Parce que je sais que la scène où il renverse la table, c'est de l'impro totale. Mais de la panique. Moi j'ai envie de dire en or, mais. J'ai lu le truc qui En fait, j'ai envie de surprotégeait dire la en or parce que gamine, j'ai envie de croire que c'est un petit anxieux au fond et que. Moi, j'ai envie de dire il faux. serait Je te capable. fais confiance, vas-y. Mais Je suis pas sûr. on va prendre 5-0, hein, je pense. Allez, je vais Vas-y, prendre en or. En or. Non, ça en bois, tu vois. Bah, nous, on voulait dire en or aussi. Enfin, moi, j'ai envie de dire en or. J'ai 2 en or. Non, bah Ouais. t'as dit en bois, dis en bois. En bois. On est joueurs, allez. Ok. Bon, bah, c'est en toi, or, chef. alors. C'est toi, chef. Oui, bah c'est en or. Voilà. Merci, merci, putain. Il est revenu sur son expérience à l'occasion des 25 ans du film cette année. Et il a expliqué que son costume était tellement une torture qu'entre chaque scène, il faisait des crises de Je panique. l'écoute pas, hein, si jamais. Tout ce qui se passe, c'est nul. Alors, si ça vous intéresse, donc, Jim Carrey a été payé 20 millions sur ce film. Il faisait Combien 20 millions. Il faisait tellement de crises de panique entre chaque scène qu'il a un jour dit au réal je vais rendre mes 20 millions parce que je peux plus. Ah. Voilà. Oh non. Finalement, il les a pas rendus, hein, mais il en pouvait plus. Et au final, ça donne l'un des meilleurs films de Noël de tous Bien les sûr. temps. Non. Si. Si. On passe au qui a dit. Attention, qui a dit cette réplique? J'ai un genre d'idée. Rob Reiner. Non. Ah non, il est Je mort. suis soit veuf, soit divorcé. J'élève mon gamin, je bosse comme un dingue, je ne fais pas assez attention C'est la et suite il d'un film finit culte, ça. Guillermo par del m'en Toro. vouloir. Non. Et là, je me retrouve James Cameron. enfermé dehors. Non. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Oh, Mon bien propre joué. fils refuse de me laisser entrer et c'est lui qui me tend des pièges. C'est Macaulay Culkin qui a parlé du fait qu'il aimerait bien faire à un moment j'ai raté l'avion 3 et où ce serait ça le pitch du coup. ce En qu'il vrai, vient c'est un bon d'expliquer. pitch. On sera pas Fanny. Putain, j'ai eu Alors le temps attends, à la parce voir. que t'as un point, mais tu peux les perdre, tu Oui, sais. non, au- t'inquiète. Ah ouais, parce que il y a que toi. Hein. On passe à un quiz spécial. Noël.
la valise au cinéma. Oh oui. Oui. On rappelle, Mais non. Simon dit dans le chat que Maxime, tu as un rire horrible, et c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est J'ai un rire méchant. horrible. Mais c'est Alors, méchant. qui c'est celui-là? Donc je donne le nom d'un personnage, vous devez retrouver le film dans lequel est ce personnage. Si je vous donne le nom George Little. Stuart Little. Oui. Ah, c'était vraiment ça. C'est le frère de Stuart Little. Et Stuart Little, vous savez, il a une toute petite valise là quand il arrive dans sa famille. C'est trop mignon. De toute façon, Et sa mère, elle prend sa petite valise, elle va la ranger. Véro dit dans le chat, pas normal que Hugo perde, et je suis assez d'accord. Je sais Mais pas ça, si c'est pas c'est trop mauvais, bien, c'est pas c'est normal. mauvais. Du coup, je le prends un peu mal parce que les derniers quiz, je les ai quand même quasiment tous gagnés, j'ai envie de À dire. vos casques, une réplique et un film. Allez. Quel film peut-on entendre 7 répliques? C'est à qui ça? À Brooke, c'est pas un vegan? Brooke, donnons ça à Brooke. Le Père Noël Et ça, finlandais. c'est à Kevin, Non. passe ça à Kevin. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion, Ah bien ouais, sûr. c'est de la VF. là. C'est la fameuse scène Ouais. passe à Kevin. Je suis où, trop content la quand c'est de la valise VF. passe de main en main jusqu'à ce qu'il se rende compte que Kevin n'est pas là pour récupérer sa valise. En plus, on entend Kevin dans l'audio. Enfin, il dit passe à Kevin. Ouais. Il n'y a pas Kevin dans Et il y la a pas scène, Kevin. mais voilà. Donc, on est à 6 du côté de l'équipe de Naomi et à 2 du côté de l'équipe de Jonathan. On va se refaire. On arrive au résumé raté qui a été écrit par Raphaël. Je commence mon résumé. Réalisé par un bienheureux fan des Knicks, ce remake d'un film qui copie déjà le Space texte Jam. d'Alexandre Dumas nous embarque en enfer. Non. L'enfer de Joe, alias Thanos, qui va se faire voler 20 ans de sa vie, à devoir écrire des bouquins Le dans Comte de sa Monte Cristo. cellule de la prison de la santé. Mais Et lui, ce n'est pas la Les limite trois mousquetaires. qui l'a fait tomber. Pourtant, il a autant faim de vengeance que Nicolas. Hotspot. Non, mais Pas non, de non. vengeance façon un travelling de bagarre au marteau comme l'original, non. Ici, Thanos sera Old Boy. épaulé Ah, Old Boy, ouais. Old Boy. Old Boy version US. Avec du coup George Brolin, je vous rappelle que l'affiche, il sort clairement d'une valise, enfin d'une malle, enfin voilà. Mais Ah oui, j'ai- c'est vrai. Alors moi, je tiens juste à dire, il y a Simon qui nous fait des signes à travers la vitre. Il ferait mieux de faire ça pour Hugo et Jonathan vu qu'ils sont ils ont un Alors, retard de non, points. non, Mais là, ça ne fait nous- 3 pour l'équipe de Ne Jonathan. nous jinx pas, ne nous jinx Ouais, non, pas, on va s'il te plaît. éviter, pardon. On passe au jeu des synonymes. J'ai remplacé tous les mots d'un titre par des synonymes. Vous devez retrouver le titre original. Si je vous dis stop ma personne seulement si t'en as le pouvoir. Arrête-moi si tu peux. Oui, Oh, arrête-moi si tu bien peux. Et la valise remplie de fric. Bien sûr, C'est vous un passez des à meilleurs 4, films, en l'équipe plus. de Jonathan. Il fait très rouge dans le studio d'un coup là, c'est très bizarre. Merci le Québec. Titre québécois, titre original à trouver. Si je vous dis non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. No Country for All Men. Voilà, merci. Oui, No Country for Old Mais Men. de toute façon, c'est aussi le titre français en fait. On Ils oublie sont à chaque valise fois, de mais- fric encore. Avec... enfin, C'était le site français aussi. Oui. Ouais, No c'est Country vrai. for All Men, C'est ce que je viens de n'est pas dire. pour le homme. C'est ce que tu viens de dire. Super, vous avez à 5. Vous rattrapez, hein, vous rattrapez. Bah oui, On mais passe à la pas trop critique vite. Allociné. Je vais vous lire la critique d'un film et vous devez retrouver le film qui est associé à cette critique. Ce n'est pas un film, mais un rêve dans lequel on se glisse dès le début du Lost film Away. pour espérer qu'il ne Mulholland finisse Drive. jamais. Non. Que l'on soit petits ou grands, tout nous émerveille. Tous les personnages sont magiques et attachants. C'est le Narnia, petit... le monde de Non. Narnia, le premier. C'est le petit sorcier qui sommeille chacun. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, oui. J'accepte Harry Potter, c'était le 1, l'école des sorciers. La scène avec toutes leurs valises, Oui, quand bah même, oui, ils c'est passent vrai, dans oui. un bon. Oui. Voilà. Ils se prennent un mur en pleine gueule. Voilà. On a une égalité 6 à 6. Attention, je t'avais ça se dit. resserre. Ça se resserre. Pas montré cette fois, et non pas tourné, pas montré. Question 5 propositions. Lequel de ces films n'a pas de valise / mallette présente sur l'affiche? Donc il n'y aura pas d'image, hein, Ah, évidemment. Ouais, carré. Fargo, True Romance, Moonrise Kingdom, Le Terminal, Les Vacances de Mr Bean. Attends, refais. Ouais, refais. Fargo, True Romance, Moonrise Kingdom, Le Terminal, Les Vacances de Mr Bean. On parle Le du film terminal, je Fargo. vois complètement la valise. film Oui, Fargo. non, je sais. Attends, j'hésite entre deux. je te laisse faire, parce que je sais pas tout le temps. Je connais pas trop les affiches, Tu malheureusement. peux refaire, je suis désolée, tu peux. Y a pas de souci. Fargo, True Romance, Moonrise Kingdom, Le Terminal et Les Vacances de Mr Bean. Putain, je crois que c'est Moonrise Kingdom. Non, moi je. Pardon. Non, oui. Non, mais si, Ça si, coopère, développe. Non. Attends, parce que Moonrise Kingdom, il y a la. Ah, ça dépend. Ah, Moi, non, j'ai non, envie non, de- non. L'affiche pense- principale, hein, parce que je sais qu'il y a plusieurs affiches. Moi, j'ai par envie de film, penser voilà, qu'elle est hein. partie dans un piège et que, genre, dans les vacances de Mr Bean, il n'y a pas de valise. Il est fou, lui. Fargo. Attends, mais Fargo, non, mais- je sais pas ah, s'il oui, y a j'allais une... dire aussi Fargo. Je sais mais, pas s'il y a une valise dans la neige ou pas, mais... Valise / mallette, hein, je dis, pas forcément des Ah, très grosses / valises non plus. mallette. Oui. Sac à dos, quid. Non, pas sac à dos, mallette ou valise, voilà. Je te fais confiance La là-dessus, mallette, c'est parce une que petite valise. moi, je Oui, m'y ça. connais pas trop. hein. Non, je vais On quand même aura dire pris ça une Fargo. valisette. Ok, Fargo à ma droite, pour Ah, moi. les Ouais, Moonrise raison. Kingdom. Moonrise Je Kingdom vois. à ma gauche. Déjà, les vacances de Mr Bean, oui, il sort du travail avec une grosse valise. D'accord, Voilà. ok. Le Terminal, Oui, Tom évidemment. Hanks, Oui, une oui, valise. une valise. True Romance, elle a une petite Oui. mallette à la main. là. Ouais. Fargo, il y a une mallette en premier plan de Ah l'affiche. merde, Ouais, dans putain, la neige. en fait, je pensais que c'était l'affiche de la C'est ce série. qui me qui semblait. Non, avait, c'est l'affiche du film, ouais. ok. Et Moonrise Kingdom, il n'y a pas de valise. Voilà. Et pourtant, je Ah, pensais, merci. et j'ai Ah, vérifié j'étais partout, il sûre n'y a que pas de moi valise. aussi. On reprend la tête. Ouais, Je j'étais pense que sûre. c'était un... Tranquillement. Vous passez Pas à le droit de daber, 7. mais-
On arrive à la question casting. Je vous cite le casting d'un film. Vous devez retrouver le film, évidemment. Si je vous dis Samantha Morton, John Voight, Zoe Kravitz, Alison Sudol, The Batman, Colin Farrell, Ezra Miller, Dan Fogler, Catherine Waterston, The Flash, les animaux Eddie fantastiques. Redmayne, les animaux fantastiques. Mais Simon, il fait tellement de mimes. Et donc la valise de Norbert Dragono, Oui. évidemment, bien sûr. Vous passez à 8 du côté de Jonathan. Tardis. Je n'ai pas vu Change les my animaux mind. fantastiques. On arrive à la dernière musique de ce quiz. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Good Morning England. Non. Pour la guinguette. C'est vrai, c'est la guinguette. Temps des Gitans. Non. Snatch. Non. Film français. Non, mais on a déjà cité un des films de ce réalisateur dans la question précédente. Dans les questions précédentes. Ah putain. Quand Harry rencontre Sally. Ah, j'allais The le Grand dire. Budapest Hotel. Non, mais t'es sur Montréal. Ok, Bottle of Asteroid City. Non, t'as dit quoi? À bord du Darjeeling Limited. Oui, à bord du putain, Darjeeling mais oui. Limited. Ils ont beaucoup de valises pour prendre le train. Oui, elles sont très belles. Passer à d'ailleurs. 9, tout à fait. On arrive du coup au duel time et l'équipe de Jonathan, vous êtes en tête. Donc Jonathan, tu vas pouvoir choisir ton thème. Tu as le choix entre top ou secret. Top. Quel est le code de la mallette de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction? Oh putain. 1, 2, 3 pour que ce soit facile pour les acteurs. 2, 7, 3, la date de naissance de Tarantino. 6, 6, 6, le nombre du diable. 2, 2, 9, la durée du film en minutes. Redis-moi. 1, 2, 3 pour que ce soit facile pour les acteurs. 2, 7, 3, la date de naissance de Tarantino. 6, 6, 6, le nombre du diable. Ou 2, 2, 9, la durée du film en minutes. Oui, j'ai mis des petites images de... J'aime bien le Chiffre point PNG. 2, 7, 3. C'est vrai que Tarantino a un ego énorme. Et du coup, Naomi, tu as donc la question secret. Parmi ces théories concernant l'intérieur de la mallette de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction, laquelle n'existe pas? La mallette contient le Graal. La mallette contient un Oscar pour Mia Wallace. La mallette contient un costume en or d'Elvis Presley. Oh, trop drôle. Ou la mallette contient l'âme de Marcellus Wallace. Parmi ces 4 théories, il y en a une qui est fausse que j'ai inventée. Alors sincèrement, mais j'ose espérer que c'est pas le costume d'Elvis Presley en or, parce que mon Dieu, qu'est-ce que c'est drôle. Alors du coup, je vais dire le Graal. Très bien, je note. Jonathan, donc tu m'as dit la date de naissance de Tarantino. Bon, déjà, c'est pas 1, 2, 3, évidemment. C'est pas non plus la durée du film en minutes parce qu'il pouvait pas l'avoir, la durée du film en minutes à ce moment-là. Bon. Dommage. Voilà. Par contre, c'est 666, le nombre du diable. Je suis désolée. C'est pas grave. Il a un ego, mais il préfère être un peu dark. Il préfère être le diable. Donc vous perdez 3 points, vous arrivez à 6, qui est le score pour l'instant de l'équipe de Naomi. Inch'Allah, peut-être. Naomi, déjà, la théorie la plus évidente pour les fans, c'est l'âme de Marcellus Wallace, parce que le code est 666, justement. Oui. Donc ça, c'est ok. Il y a aussi une théorie comme quoi ce sera un Oscar pour Mia Wallace parce qu'elle est actrice dans le film et que son mari lui aurait volé un Oscar. Oui. Et il y a effectivement une théorie qui dit qu'il y aurait un costume en or d'Elvis Presley dedans par rapport à un autre film dont je n'ai plus la référence. Par contre, le Graal, j'avoue, je l'ai inventé. Vous prenez 3 points et vous passez à 9. Tu t'es pas fait chier, un truc qui n'existe pas, le Graal. Bah, ma foi, ça marchait bien pour le truc qui brille, quoi. Non, mais vous passez à 9 et vous gagnez ce quiz. Oh là là. Victoire Le braquage. tellement méritée. Le braquage. En fait, on vous a juste laissé espérer parce que voilà, on Allez, est des gens très très bien évidemment. Et bah écoute, merci beaucoup Marie pour ce quiz Avec de grand qualité. plaisir. Et puis peut-être par rapport à True Romance, me dit Simon, nos costumes Je d'Elvis. crois que c'est ça, oui. Effectivement, maintenant que tu le dis, je crois que c'est ça. Et vu qu'on a cité True Romance plutôt dans le quiz, tout se recoupe, Et tout oui, est lié. ça fait tout Waouh. est lié, comme l'émission de Simon la dernière fois. Et bah écoute, merci beaucoup Marie pour ce quiz et on entame la dernière partie de cette émission avec les traditionnelles recommandations de l'équipe. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Un petit tour de table. Hugo, quelle est ta recommandation? Et ben moi je vais vous recommander la saison 2 de Percy Jackson. J'avais peut-être déjà recommandé la 1, mais il adapte donc du coup le roman qui est La Mer des Monstres, qui est peut-être un des meilleurs romans de la saga. Et moi j'aime beaucoup. Ils ont enfin, Disney, merci d'arrêter de faire du stagecraft partout et merci de mettre des vrais décors dans vos films d'aventure. Putain. C'est beaucoup plus. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus ambitieux. On sent qu'ils ont appris du succès de la première saison et qu'ils ont envie de faire quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus sympa. Donc allez-y, c'est cool. Si vous aimez la mythologie grecque et les ados, et cette phrase est bizarre.
Ok. Jonathan, quel est ta reco? Je vais me répéter par rapport à tout à l'heure, mais je voulais quand même encore rendre hommage à Rob Reiner et je vous invite à voir 3 films en particulier si vous ne les avez pas vus. Misery, Stand By Me, que je trouve incroyable, un film sur l'enfance et sur la perte de l'innocence, et Quand Harry rencontre Sally, parce que ça fait du bien au petit cœur et c'est l'une des meilleures rom-coms de l'histoire. Et donc ils sont disponibles sur... Voilà. Internet. Tu cherches sur Max. Misery est sur Arte, ils l'ont mis il y a pas longtemps. Stand By Me, je pense que c'est en VOD et de même pour Quand Harry rencontre Sally. Il me semble que Quand Harry rencontre Sally sur Max, sur HBO Max, mais je suis pas sûr. Ok, très bien. Naomi, quelle est ta recommandation? Alors moi, en ces temps de fête, de joie, de copinage, d'entre-soi, de retrouvailles et de communionisme, j'ai pris tous les synonymes possibles. Quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance de la fraîcheur des jours de Noël qui nous manque ici à Montpellier avec nos 15 degrés que de se remater les saisons de Fargo de Noah Hawley. Je vous invite à vous replonger dans les histoires sanglantes qui bercent l'histoire du Minnesota, dont ma grand-mère est originaire d'ailleurs. Voilà, je cache ça là. Stylé. Et d'en apprécier toute l'absurdité et la merveilleuse écriture. Et rappelons que, par respect pour les défunts, tous les faits sont racontés tels qu'ils se sont produits. C'est disponible sur Canal+ et Amazon Prime. Et on passe un gros big up à ta grand-mère du Minnesota. Marie, ta recommandation? Alors, c'est bientôt Noël et je sais que beaucoup d'entre vous vont offrir des livres. Alors, je vous conseille fortement de privilégier les librairies indépendantes, notamment la librairie de Montpellier, puisqu'il y en a qui sont un peu dans la panade en ce moment parce qu'on privilégie la Fnac et en fait, les librairies, elles ferment. Entrée libre, ça va fermer à Montpellier. Comment je vais faire, moi? L'Opuscule, c'est en train de fermer parce qu'ils n'ont pas assez de clients. Allez dans les librairies indépendantes, je vous en supplie, sauvez nos librairies et nos libraires. Parfois, vous payez moins cher. Donc, vraiment, voilà. Et vous avez des conseils de qualité, les librairies sont super. Il y en a plein qui ont ouvert sur la spécialisée romance. Franchement, allez-y. Et il y a des meilleures éditions. On va lancer un hashtag je suis libraire Sauvez indépendant. Les je suis libraire indépendant. Alors moi, pour ma part, la petite reco de cette semaine, c'est le playtest du jeu Restory, ou Restory comme vous voulez, sur Steam. C'est un petit jeu que j'ai découvert comme ça complètement par hasard, et en gros le but c'est simple, vous êtes dans le Japon des années 2000 et vous retapez des vieux appareils électroniques, style des vieilles consoles Atari, des vieux Tamagotchi, des trucs comme ça, pour les revendre à des clients, ou alors vous avez des clients qui viennent, qui vous demandent de réparer du matos. C'est absolument, c'est tout simple. Le jeu est actuellement en playtest, donc c'est vraiment la bêta et vous jouez pour que les développeurs règlent les bugs, etc. Et le jeu est en train de se développer de fou et c'est super intéressant, donc foncez. Merci du conseil. Il est l'heure de clôturer cette émission. Un grand merci à Hugo, Jonathan, Naomi et Marie d'avoir été présents au plateau, ainsi qu'à Yanis et Lucas d'avoir été ce soir en régie. Un grand merci également à l'équipe des Totally Spies d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de leur court-métrage, ainsi qu'à l'équipe du film L'Âme idéale d'avoir répondu à nos questions, bien meilleur que 90% de ce qu'on a posé lors du Cinémed lors de la conférence de presse. Le coup de l'accent, on rappelle, c'était pas nécessaire. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, mais aussi sur YouTube, Deezer, Spotify pour revoir les émissions. On se retrouve alors, il me semble que c'est dans 3 semaines, le 7 janvier si je dis pas de bêtises, pour notre grosse émission de rentrée sur les tops et flops, présentée par Simon, l'occasion pour toute l'équipe de vous partager nos meilleurs et nos pires films et de faire le bilan de cette année 2025 qui fut riche et intense en émotions. Titre. Évidemment. De la part de toute l'équipe de The Cinema Show, mais aussi de tous les membres de Radio Campus Montpellier, on vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches et ne les laissez pas seuls lors de ces moments de partage. Je fais une dédicace à mon pote Kylian qui m'a évité de passer le nouvel an l'année dernière tout seul chez moi. Soyez prudents sur la route, buvez pas trop, enfin bref, vous connaissez. On se quitte sur un autre voyage temporel musical avec la reprise de Together in Electric Dreams de Mathieu Boutier. The Cinema Show, c'est tous les mercredis de 19h à 20h30 sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant.